Donc effectivement, c'est une hypothèse tout à fait. Oui, et puis en général, excusez-moi, les les Juifs ne se tuent pas trop entre eux quand même. Hein. Tout à fait. Parce qu'il y a quand même une forte connotation judéo-sioniste dans ce qu'on découvre de ce réseau qu'on peut qualifier de nouvel ordre mondial en action ou d'état profond mondial. Hein. C'est une espèce de... Moi, ça me fait penser au film de Kubrick, son dernier film. Eyes Wide Shut. Bah, oui, Eyes Wide Shut. Hein, c'est vraiment ça, quoi. Les réunions à la fin, les mecs qui sont en train comment dire, d'avoir des gamines. Dans les mails justement d'Epstein, on a, je crois que c'est Brunet, là, ou comment il s'appelle déjà ? Brunet, Ben Chamoul. Ben Chamoul, qui explique j'ai récupéré 2 gamines de 12 ans. Waouh. Qui lui offre pour son anniversaire. Pour son anniversaire. Et là, on est bien dans l'idée d'esclaves sexuels. N'oubliez pas que l'île s'appelle l'île aux esclaves. Et pour ceux qui s'intéressent au projet MK Ultra, au projet Monarch et aux révélations qui sont dans un livre de Cathy O'Brien et de Mark Phillips, hein, c'est-à-dire une ancienne esclave sexuelle qui était mannequin présidentiel aux États-Unis. Conspirationniste. Et oui, là, on est vraiment c'est le 9e cercle de l'enfer du conspirationnisme. Mais il y a quand même quand on s'intéresse au sujet, il y a tout. Alors il faut y aller étape par étape, tellement c'est monstrueux. Parce que là, on voit qu'il y a convergence du nouvel ordre mondial au sens économico-financier, du sionisme international, d'une certaine forme de judaïsme qui confine au satanisme. Alors, on est réellement là-dedans. Là. Pour bien repréciser, je vais citer quelques noms de gens impliqués et cités pour l'instant dans l'affaire. Hein. On ne va pas tous les citer parce que c'est vraiment énorme. Donc là, je vous renvoie à Fait et Documents. C'est un peu la liste de Schindler. Hein. Voilà, c'est exactement ça. C'est magnifique. Alors, le prince Andrew, en ce moment, dans la presse anglaise, il y a un déchaînement, le Daily Mail. Mais comme par hasard, c'est le seul chrétien de la bande. Non, mais le prince Andrew est dans le caca, mais plus total. Les Rothschild sont cités. Les Rothschild sont cités. Là, je vois José Maria Aznar apparaît via son gendre Alejandro Agag, qui est dans les listes. On voit Edgar Bronfman Jr. On va rappeler qui sont les Bronfman. Les Bronfman ont fait fortune au moment de la prohibition dans l'alcool frelaté. Et puis ensuite, ils se sont institutionnalisés. C'est devenu 6 grammes. Donc, vous regardez au supermarché. Société de distribution. Voilà, de société de distribution d'alcool. Ils sont à la tête du Congrès juif mondial aussi. Et donc, Edgar Bronfman était président du Congrès juif mondial. Donc, on est au sommet du pouvoir juif institutionnel. Il y a Bill Gates aussi. Voilà. Attends, mais c'est pas rien, ça. Attends, il y a le vice-président de Goldman Sachs. On a un vice-président de Goldman Sachs. Alors, il y a évidemment beaucoup d'acteurs, de chanteurs. Phil Collins, Dustin Hoffman, Michael Jackson, Mick Jagger. Les Kennedy sont cités, Ted Kennedy, Woody Allen. Alors là, c'est très intéressant parce qu'on apprend. Non, mais il y a quand même une clé, c'est que le film Manhattan, qui est soi-disant son chef-d'œuvre, quoi. Le Bergman new-yorkais. Où il sort avec une jeune fille, en fait, parce que c'est ça le scénario. En fait, cette liaison a été inspiré par la liaison qu'il a eue avec une nana qui est ensuite devenue une rabatteuse pour Epstein. Donc là, on l'apprend à l'occasion de l'affaire Epstein. Donc le styliste, alors il y a énormément de stylistes, tout est lié à la mode, c'est pour ça qu'il y a un gros tropisme aussi milanais. Il y a beaucoup de gens qui viennent de Milan, la famille Agnelli, évidemment, est impliquée, donc on retrouve comme styliste... Les 2 grands spots de la mode, donc de la haute couture, donc des agences de mannequins, c'est-à-dire de très jeunes filles d'origine pauvre, jolies et isolées, c'est Milan et c'est d'abord Paris. Et n'oublie pas que là, le cœur atomique du mannequinat, c'est Paris. C'est pour ça qu'Epstein est très lié aux agences de mannequins. Il y a le fameux, justement, Brunet, mais il y a aussi Haddad, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est les agences de mannequins des années 80, le moment où on a fait des mannequins des stars, d'ailleurs. Hein, ça devait avoir un sens. Et puis, il y a l'affaire Karen Mulder, n'oublions pas, rappelons-nous, qui, à un moment donné, dit qu'elle a été violée dans des cérémonies. On la fout en hôpital psychiatrique. On découvre qu'elle a sans doute un passé de victime pédophile familiale. Et là, on est exactement dans ce que décrit Cathy O'Brien sur les esclaves sexuels qui sont programmés comme avec du MK Ultra, c'est-à-dire cloisonnement de leur cerveau pour qu'elles soient dans l'amnésie. Parce que quand on fait baiser par des sommités des femmes dans des rituels, le problème, c'est la mémoire et le témoignage. Donc, en fait, la programmation MK Ultra, il faut comprendre que le but, c'est l'amnésie. C'est-à-dire que des filles sont envoyées dans des partouzes avec des élites mondialistes et elles ne doivent se souvenir de rien en sortant. Et ça, c'est le projet Monarch et c'est le gros travail que fait la CIA avec, d'ailleurs, des chercheurs en psychiatrie dès les années 60 pour arriver à faire des robots amnésiques pour l'assassinat. On se rappelle comment a été assassiné le frère Kennedy, hein, ou pour les esclaves sexuels. Ça, c'est toute une chose qu'il faut découvrir en lisant notamment, je le dis, le bouquin de témoignages de Cathy O'Brien et de Mark Phillips qui s'appelle Le monde en pleine transformation, je crois. C'est le livre L'Amérique en pleine transformation. Le livre est moche et le titre est un peu débile, mais je peux vous garantir que
quand vous lisez ça, vous connectez des tas de choses qui ont à voir avec l'affaire Epstein, et vous comprenez aussi le film Eyes Wide Shut de Kubrick, et vous comprenez d'ailleurs le choix de Nicole Kidman comme actrice avec son mari, d'ailleurs dans la vraie vie, qui est le petit Tom Cruise, car je découvre en cherchant moi que Nicole Kidman est la fille d'un psychiatre australien qui est mort étrangement avant son procès public, et qui était impliqué dans des affaires de pédophilie et qui était considéré par certains comme le grand Manitou de la pédophilie sataniste en Australie. Je sais pas si vous voyez les connexions. Ça va très très loin. Alors, il faut rappeler qu'il est mort d'une chute dans sa chambre d'hôtel. Oui, il y a des gens qui tombent par la fenêtre souvent. Je rappelle que pour les assassinats improuvables, le meilleur assassinat improuvable est la défenestration. On peut jamais prouver que t'es pas tombé tout seul par ta fenêtre. Absolument. Et il y a beaucoup de gens qui tombent leur fenêtre. Le nombre d'agents de la DGSE qui sont morts par défenestration. Quand on te donne rendez-vous au 10e étage quelque part, tu n'y vas pas. En fermant ses volets. Alors, pour continuer sur les personnalités qui apparaissent comme ça, pêle-mêle, Michael Bloomberg, à la tête, donc ancien maire de New York, et à la tête de la principale agence de presse financière, c'est énorme. Évidemment, Elie Wiesel. Alors, Elie Wiesel, dans la hiérarchie, était au-dessus parce qu'il était prix Nobel, alors qu'Epstein était philanthrope. Parce que là aussi, c'est l'occasion de redécouvrir la vraie hiérarchie du pouvoir. Parce que à la télé... On a des tas de témoignages contre, justement, Elie Wiesel, et même en France, l'ancien ministre de l'Intérieur de Mitterrand, qui ont été, dénoncés comme harceleurs sexuels, même lors de cérémonies publiques où ils se mettaient, ils se croyaient pouvoir mettre la main au valseur de gamines, des choses assez délirantes. Comment il s'appelait le ministre de l'Intérieur qui a sorti l'affaire Jox. Ce qui est incroyable, c'est qu'on voit ces élites communautaires qui sont systématiquement montrées comme des délinquants sexuels de haut vol avec un sentiment d'impunité totale. Et rappelez-vous comment Jox a été à un moment donné balancé par une gamine dont le père avait été, je crois, ministre ou député. Et c'est systématiquement étouffé. Et une fois, j'étais allé au tribunal, j'avais découvert que Jox, qui était à la retraite, s'occupait à l'intérieur de la justice de défense d'enfants en difficulté. D'accord. Ça sent bon, ça encore. Oui, tout à fait, oui. Oui, parce que là, je vais finir là-dessus. Il semblerait quand même, quand j'étudie tout ça, et je l'étudie depuis des années, vous le savez, que le caviar de la sexualité d'élite soit la pédophilie. C'est à un moment donné, quand on est au top du top, on ne baisse plus avec des femmes, on ne baisse plus avec des adultes, on ne fait que violer et torturer des enfants en bas âge. C'est ce qu'on découvre quand on étudie vraiment la question jusqu'au bout. Mais c'est quoi? C'est commencé à fleurir sur Internet. On a vu, par exemple, la fille d'un grand spécialiste de l'autisme au Québec commencer à raconter comment elle avait été abusée dès son plus jeune âge et programmée précisément pour devenir une prostituée, et que cette programmation comme prostituée avait été un moyen pour son père de grimper socialement. Exactement, là ça renvoie à Rosemary's Baby, où l'enfant qui va naître, donc l'enfant du diable, est vendu en fait pour favoriser la carrière du père qui est acteur. Et là, pour qu'on comprenne bien, total délire. Les recherches faites aux États-Unis par l'armée, conjointement avec des psychiatres, qui était le projet Monarch et MKUltra, ont compris, parce que c'est un travail scientifique, que les individus qui étaient le plus réceptifs à la manipulation, à la programmation et au cloisonnement du cerveau étaient les enfants victimes de pédophilie familiale. Parce qu'en fait, quand vous êtes violé à 2 ans par votre père, c'est tellement violent et tellement insupportable et tellement inassumable que ça provoque un cloisonnement du cerveau. Et que c'est là-dessus que travaille le haut espionnage américain, c'est de produire des messagers ou de produire des acteurs pour des assassinats qu'on télécommande avec déclenchement de mots-clés et après qu'on remet dans l'amnésie totale. Il y a un film américain, d'ailleurs grand public, qui s'appelle Complot, avec Mel Gibson comme acteur. Et Julia Roberts. Qui parle de ça et qui valide ça. Et tout ça, c'est pas de la rigolade, puisque l'Amérique, l'État américain a reconnu qu'ils avaient fait ce genre de recherche et qu'ils avaient fait ce genre de manipulation dans les années 60-70, s'en est excusé, puisqu'il y a eu des scandales, et a dit qu'ils avaient arrêté. Or, il est certain qu'ils n'ont pas arrêté, ils ont même encore progressé. Et donc, pour revenir à ton histoire, on voit souvent que des personnages qu'on retrouve comme esclaves sexuels et qui sont pris en charge par le Nouvel Ordre mondial sont achetés et détectés chez des familles de pédophiles de père en fils, à qui on propose soit la prison, parce qu'on les attrape en général pour diffusion de matériel pédophile, et on les intègre au projet en achetant leurs enfants. Et ils font même de l'élevage de gosses. La famille de Cathy O'Brien, elle a 7 ou 8 frères et sœurs qui sont tous dedans. D'ailleurs, tu as vu que Jeffrey Epstein... Tu comprends ce que tu viens de nous montrer. Non, mais justement... Ça va, ils font pas leur boulot.
du goulag. Ah bon, ils ont raison d'avoir peur. La bête immonde qui se réveille. La haine. Mais, oui, là on est dans le problème des théories psychologiques qui ont rompu, on va dire, avec ce qu'on appelait la loi naturelle, en gros. Et effectivement, Freud ouvre la porte effectivement à une certaine justification, apologie de la pédophilie. On sait que dans sa biographie lui-même, dans sa vie, il y a une sexualité assez louche, on le sait, parce qu'aujourd'hui, pas mal de gens osent dire que finalement, la métapsychologie freudienne, c'est plutôt un type qui a projeté ses propres problèmes sur le monde plutôt que de les analyser et les comprendre, avec une composante de manipulation idéologique, puisque ça permettait finalement, en plongeant la bourgeoisie, je vais dire la bourgeoisie goy dans la psychanalyse, ça a permis aussi un certain contrôle, et notamment le meurtre du père, qui consiste à casser la transmission dynastique, puisque finalement, donc tout ça, c'est périphérique, et c'est vrai que dans les années 60-70, au moment où monte la mode libertaire, la mode de interdit d'interdire, rappelez-vous le slogan 68, il y a une idéologie, il y a un prosélytisme de type pédophile. D'accord. Non, mais t'as raison, sinon on entend des petits bruits parasites. Il y a une justification de la pédophilie au nom de la psychanalyse, au nom de la pédiatrie, c'est ça, avec Dolto. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est très mal assumé. C'est-à-dire que, regardez Cohn-Bendit, quand il fait le malin, apostrophe, face d'ailleurs à Paul Guth. Paul Guth, qui est un écrivain catholique. Et en fait, Paul Guth est gêné de ne pas 100% s'extasier quand Cohn-Bendit dit qu'il est éducateur en Allemagne, chez les Grünen, les Verts, et qu'il dit que c'est fantastique une petite fille de 5 ans qui vous ouvre la braguette, etc. Donc il fait ouvertement l'apologie de quelque chose qu'on peut catégoriser de pédophile, puisque faire jouer une petite fille de 5 ans avec votre sexe, elle ne peut pas comprendre que c'est pas juste un jouet, ou même un doudou, ou une... Comment s'appelle le truc qu'on met dans la bouche, là une tétine, vous voyez, et que le prédateur, là, joue à ça. C'est-à-dire qu'il essaye de faire en sorte qu'elle ne fasse pas la différence entre ça et une tétine. Donc, même chose. Alors là, justement, c'est le moment de parler du travail d'un sexologue français qui s'appelle Patrick Dupuis. J'espère qu'on l'invitera un jour, qui d'ailleurs fait une analyse du mensonge de Freud sur ce qu'on appelle l'Oedipe, qui a d'ailleurs été faite, je pense, par Onfray aussi. C'est qu'en réalité, Freud a découvert la pédophilie qui provoquait les névroses et l'hystérie, c'est-à-dire qu'en général, c'est les patientes qu'il avaient été abusées par leur père. Oui, et comme il a aussi réalisé que ça lui était arrivé dans sa propre famille, il a inversé sa théorie, alors qu'il était sur la théorie de, en fait, les pathologies, les psychopathologies adultes venaient en général d'enfants violés. C'était des enfants violés, tout simplement. En général, le père qui viole sa fille, etc. Parce que la pédophilie familiale est très, très répandue, contrairement à ce qu'on croit. Et Freud, ne pouvant pas assumer, parce qu'il était impliqué familialement, a inversé la théorie en disant les enfants rêvent de coucher avec leurs parents. Et c'est pour ça qu'ils développent des névroses. C'est la théorie de Patrick Dupuis. On a une très belle interview ici qu'il avait donnée à Nexus. Et il dit tout le freudisme a pour but de masquer par une inversion qu'en réalité, beaucoup de pathologies adultes viennent du fait de traumatismes sexuels d'enfance, mais pas d'enfants qui rêvent de tuer leur père et de coucher avec l'autre parent. Ça, c'est la théorie de l'Oedipe, mais l'inverse, d'enfants qui ont été violés par leurs parents. Voilà. Et il dit bien, Freud a menti, a inversé parce qu'il voulait se couvrir et même couvrir sa communauté. Car là, on pourrait citer les livres de notre ami Hervé Ryssen. Il y a un lien intrinsèque entre la question de la mère abusive. D'ailleurs, je m'amusais à dire la mère abusive produit trois pathologies: l'homosexualité, la pédophilie et le judaïsme. Il y a un lien intrinsèque. Il suffit de lire. Il y a d'innombrables témoignages. Voilà, que la pédophilie est profondément ancrée dans le judaïsme. Voilà. Les Américains, c'est-à-dire les anglo-saxons, sont déjà dans de l'hyper-violence et de l'hyper-contrôle dès les années 20, mais je pense que avec Propaganda du neveu de Freud. Ça sort sur Arte en ce moment. Là, ils ont tellement de problèmes à contrôler le complotisme aujourd'hui qu'ils en sont à faire eux-mêmes des émissions sur le complotisme. Et ce soir passe sur Arte, c'est accessible d'ailleurs en replay, comment est née la propagande, et toute une émission Arte sur la propagande où ils sont obligés de parler de Bernays, Édouard Bernays, qui est l'inventeur du terme et qui est le
neveu de Freud et qui se met au service du gouvernement américain dès les années 20 pour faire du contrôle mental de masse. Parce qu'il faut bien qu'il y a le contrôle mental d'élite MKUltra, mais on est quand même globalement dans une idée de contrôle mental, c'est-à-dire de contrôler les masses démocratiques pour les faire voter à l'envers et leur faire passer de la dictature pour de la démocratie. On est quand même dans un énorme processus de contrôle mental, les médias mensonges, etc. Et ça, il n'y a pas besoin d'attendre les nazis pour ça. Les Américains sont des professionnels de haut niveau de ça dès les années 1920. C'est avec là où la radio, quand même, l'émergence de show business. C'est vrai que c'est très souvent couplé le show business et ces réseaux plus ou moins pédophiles, c'est-à-dire que ces enfants qui veulent devenir des vedettes et qui ont des agents, les 3/4 des agents sont des délinquants sexuels, on le découvre, et en général ils deviennent stars, d'où les clips très étranges, les vidéoclips très étranges de certaines vedettes où il y a énormément de symboles maçonniques, satanistes et pédophiles, le papillon, l'œil masqué, les horloges qui donnent pas la même heure, les énormes yeux ouverts, tout ça c'est du MKUltra et du Monarque, hein. Et rappelons-nous le scandale en Angleterre de Seville, le fameux animateur d'émission Top of the Pop, hein, qui après sa mort, on a découvert que c'était un des plus grands pédocriminels anglais et il était un bienfaiteur de l'enfance et des hôpitaux. Et on découvrait que sa pratique sexuelle terminale, c'était d'aller dans les hôpitaux dont il était le bienfaiteur, torturer et violer des vieillards grabataires en fin de vie. Oh, c'est dégueulasse. Non, mais il n'y a pas de limite. Hein. Oui, y a pas de limite. Ça s'appelle la transgression. Et n'oublie pas que ça a beaucoup à voir avec l'idéologie gauchiste. Et quand on parlait tout à l'heure d'un certain psychiatre qui était passé de France au Canada, je rappelle que dans les années 70, il y a eu des scandales pédophiles très importants, puisque l'ultra-gauche était très pédophile, tu sais, pour se libérer des interdits sexuels judéo-chrétiens au nom de la liberté sexuelle, etc. Il y a eu le scandale Pierre Gay, le scandale de l'antipsychiatrie, un certain René Scherrer qui restait prof à Paris 8 jusqu'au bout, alors qu'il était un militant de la pédophilie. Il y avait toute une pédophilie d'extrême gauche et d'extrême droite. Rappelle-toi avec Gay France, les bandes dessinées Alix, tu sais, ce petit... Oui, Jacques Martin. Oui, voilà, Jacques Martin. Alix, c'était la BD de tous les homos, c'est connu. Oui. Et puis des pédophiles, hein, parce que homo, c'est du même âge, ou post-pubère. Là, quand on est dans le prépubère, ça fait le pédophile. Hein. Et tout ça, quand à un moment donné, ces gens-là, d'ailleurs, qui ont eu des gros ennuis, Pierre Gay, antipsychiatrie, ils sont partis au Québec. Voilà. Hein, alors la France et puis Kouchner se retrouve Gauleiter du Kosovo. Et puis on a des histoires de trafic d'organes, rappelons-nous, la Maison Jaune, etc. C'est-à-dire que quand on comprend ce que c'est que le nouvel ordre mondial, c'est en fait ce qu'on peut appeler Satan. C'est-à-dire qu'il y a tout. Il y a le viol, la pédophilie, la torture, la manipulation mentale, le trafic de drogue, l'argent sale. Enfin, je veux dire, c'est. Mais on est dans un James Bond. C'est un film de James Bond. C'est au-delà. Oui, c'est au-delà. Non, mais James Bond, c'est du propre. C'est des méchants qui sont propres. Tu fais un film à partir des mémoires de Cathy O'Brien. Scorsese est enfoncé. Ils sont tous enfoncés. Hein. Tu peux pas. Je te dis, c'est le 9e cercle de l'enfer. C'est même pas imaginable en fait. C'est-à-dire que si on avait raconté ça aux gens il y a encore 2 mois. Les gens mettaient délirant. C'est ce qui fait que île aux esclaves. C'est ce qui fait que ça ne sort pas parce que le grand public ne peut pas penser que les élites mondiales fonctionnent comme ça et que le monde peut fonctionner comme ça. Donc, ils refusent de l'admettre quelque part. Il y a des soupapes de sécurité dans le cerveau. Moi, pour comprendre ce que je viens de vous dire là jusqu'au bout, c'est des années, étape par étape, tu sais, où tu avances, tu descends dans ce qu'on décrit dans le Dante, c'est-à-dire les cercles de l'enfer, tu vois. Tu peux pas y accéder immédiatement, c'est trop. Tu vois, le président arrive pour être élu, il a été recruté de longue date et il a donné tous les gages. Le seul qui a échappé à ça, étonnamment, c'est Trump qui s'est financé lui-même et qui n'était pas le cheval qui devait gagner. N'oublie pas que celle qui devait gagner, c'était la femme de Clinton, avec derrière l'affaire Pizzagate, les frères Podesta. Qu'on retrouve dans l'affaire. On a là des indices de pédocriminalité extrême. C'est pas rien. Hein. American Foundation, pour aller plus loin, tu as l'articulation de la CIA et du show business, c'est-à-dire d'Hollywood. C'est très, très articulé. CIA, drogue, show business, c'est très articulé. Hein. D'où le premier coup de pied dans la fourmilière d'Hollywood pour Trump, qui l'affaire Weinstein. Qui était l'affaire Weinstein, qui va être jugée là. Tu vois très bien que dans cette stratégie, on va dire, trumpienne de lutte contre l'État profond, tu vois bien qu'ils y travaillent étape par étape. Il y a eu l'affaire Weinstein qui fait tomber un peu tout qui est d'ailleurs très marqué communautairement, un réseau hollywoodien. Là, on a l'affaire Epstein, c'est un cercle plus loin dans la monstruosité. Le frère Weinstein dans les carnets d'Epstein, évidemment. Gros piliers, c'est-à-dire les familles aristo-décadentes européennes et les juifs. Et ça, c'est les deux
Et ça, c'est le projet Kalergi de la Pan-Europe dès 1927. Voilà, exactement. Il faut faire, pour que le nouvel ordre mondial puisse s'instaurer, il faut transformer le peuple en métis abrutis de 80 QI, et qui seront dominés par une élite double, composée de deux choses, l'élite juive mondiale et la haute aristocratie. C'est écrit noir sur blanc dans le projet Kalergi. Ensemble et aucun affect, aucune empathie. Donc en fait, il y aura un cerveau hyper performant. C'est exactement le but de la programmation MK Ultra. C'est cerveau ultra performant, mais aucun affect. Et totalement manipulable. Et donc, ils seront derrière des ordinateurs. Donc, il y aura l'hyperclasse globale qu'on voit, qui n'habite nulle part, qui est de partout. Et d'ailleurs, c'est dingue. Dans les carnets d'Epstein, chaque type a 10 adresses. Les mecs, il a un appartement à Milan, à Tel Aviv, à Paris, à New York, à Palm Beach. Ils sont tous partout au Brésil, hors sol, avec 150 numéros de téléphone, parce que c'est des carnets qui datent de 2004. Ils ont pas d'appartement à Gennevilliers. Voilà, alors voilà, c'est ça. C'est pas, ils vont pas au kebab du coin, tu vois. Et alors, donc, tu vois ça, et donc, en fait, tu auras cette hyperclasse qu'on vient de décrire. Kalergi. Le sous-prolétariat métissé, Kalergi parle de asiato-négroïdes. Les majordomes, les capots. Et au milieu, il y aura, tu vois, une couche d'autistes, des technogestionnaires qui donneront les ordres. Mais on a déjà ça avec les énarques. Attends, qui se reproduiront par GPA. Si c'était en plus autiste, ça serait encore mieux, tu vois. Parce que là, il n'y a plus aucun affect, très performant au niveau mathématique et complètement programmable et manipulable. Il trop les gens, c'est-à-dire qu'un gamin de 16-17 ans qui a accès aux médias Internet, il peut pas gober cette merde, c'est pas possible. Il faut qu'il soit, il faut qu'il soit kalergisé complètement, quoi. C'est-à-dire, non seulement métissé, mais même avec des électrochocs, parce que tu sais que dans le projet Monarch, machin, les mecs passent leur temps à prendre des coups de pistolet électrochocs. On les électrocute en permanence. Ce qui s'appelle les chauffer, les griller. Il y a des tas de termes comme ça. Et d'ailleurs, Cathy O'Brien dit, regardez les filles à poil sur les posters de magazines comme Hustler ou Playboy. Vous regardez souvent que ces filles à poil ont deux points comme des grains de beauté espacés de 2 ou de 5 cm qui prouvent qu'elles ont été pistolisées par de la haute tension, c'est-à-dire en fait c'est l'équivalent de ce qu'on appelle maintenant le taser. Mais en fait c'est des comment dirais-je des pistolets électrochocs, et on passe leur temps à leur en donner des petits coups pour créer de l'amnésie, tu sais, de l'amnésie. On les viole. On prend déjà des enfants qui ont eu des problèmes dans l'enfance, on les viole, on les torture, on fait tout ça, cérémonie de fouettage, et derrière un bon petit coup de taser de haut voltage, et on les remet dans le circuit du showbiz ou du mannequinat, et elles se rappellent de rien, sauf donc comme de temps en temps, tu as une Karen Mulder qui a des flashs, parce que le principe de ces gens-là, ils n'ont pas de mémoire, mais ils ont des flashs. Ils ont des flashs étranges et ils disent à un moment donné, est-ce que j'ai vraiment vécu ça? Et à un moment donné, t'as Karen Mulder qui se retrouve chez Ardisson, qui a toujours été tenté quand même de faire du vrai journalisme et qui était quand même un initié, puisque j'ai travaillé avec lui pendant 25 ans, qui vient de se faire virer par la bande à Hanouna d'ailleurs, mais qui sait lui. Et c'est quand même le seul qui avait osé inviter et Karen Mulder et Marie Laforêt pour d'autres histoires assez proches. Et on les avait fait après passer pour des folles, parce que c'est à la fin, quand tu oses témoigner de ce qui t'est arrivé, que tu as un peu compris ce qui t'était arrivé par des flashs, on te dit effectivement tu es psychiatrique. Et là, tu as toute la horde de psychiatres pour signer de l'internement et dire faux souvenirs. Tu sais, la théorie des faux souvenirs de M. Bensoussan, ils ont quand même produit une théorie sur les faux souvenirs, c'est-à-dire que les enfants qui racontent qu'ils ont été violés par leur père ou leur grand-père à l'âge de 3-4 ans, on a produit pour les tribunaux, grâce à certains pédopsychiatres assermentés, notamment un certain Bensoussan, que c'est des faux souvenirs. Alors qu'on sait très bien qu'un enfant de 3-4 ans ne peut pas inventer qu'il se prend une bite en érection dans la bouche par son grand-père. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible. Il a pas, si tu veux, la constitution imaginaire et même du réel pour le penser si ça ne lui est pas arrivé. Or, c'est là qu'il faut s'intéresser au travail de ce sexologue Patrick Dupuis, qu'on invitera un jour, sur tous les contre-feux qui sont mis en place par les élites pédocriminelles au niveau des experts psychiatres et des tribunaux pour essayer de faire passer, dont le procès d'ailleurs d'Outreau, des enfants violés pour des affabulateurs. Je rappelle que j'ai édité le livre de Thomet sur le deuxième procès d'Outreau, où on retrouve d'ailleurs un maçon de la région lilloise qui est maître Dupond-Moretti, qui fait acquitter, je dirais de façon brutale, tous les gens qui étaient impliqués dans l'affaire d'Outreau, et qu'à la fin, on se retrouve avec 12 enfants violés, mais plus de violeurs, tu vois. Et comme par hasard, on a un Dupond-Moretti qui est lié au Parti socialiste, lié à la maçonnerie du Grand Orient, région du Nord, et qui se retrouve comme mission de faire blanchir des gens qui ont quand même avoué être des pédophiles de réseau. Et là, on pourrait aussi basculer sur comment se fait-il que le président de la LICRA, Maître Jakubowicz, qui, je rappelle, avait menacé en plein tribunal Diodo en lui disant « On sait où sont tes enfants, on va s'amuser »,
Il l'a dit à haute voix devant témoins. Oui, bien sûr, oui. Et que d'un seul coup, il démissionne de sa présidence de la LICRA. Il n'est pas seulement président de la LICRA et juif, il est aussi maçon de haut vol, pour défendre inconditionnellement, en mentant ouvertement à la télévision, le fameux Lelandais, qui est le kidnappeur à minima de la petite Maëlys, et dont on découvre qu'il est cocaïnomane, marchand de drogue, de cocaïne comme toujours, maître chien et ancien militaire, et dont on soupçonne qu'il est peut-être même une sorte de Dutroux à la française. Et la question, c'est qu'est-ce que vient faire monsieur Jakubowicz dans cette galère, à part qu'on peut se dire à un moment donné, il faut sauver à tout prix le soldat lelandais pour ne pas qu'il parle, qu'il avait dit, parce qu'on est impliqué. Tu vois, c'est ma seule limite, je défendrai jamais de pédophile. Oui. Il l'avait dit plusieurs fois, et là, effectivement... Non, moi, ce qui m'avait surpris dans cette affaire, c'est... Il y a quand même avec quelque chose, je peux pas le prouver. J'ai été approché à un moment donné, parce que je suis quand même au cœur du complotisme, par quelqu'un qui m'a dit, tu sais, Alain Perfit, qui était donc le ministre de Gaulle, avait déjà à l'époque lui-même une esclave sexuelle dont l'éducation avait été confiée à une speakerine à l'époque où il y avait qu'une seule chaîne, genre, je vais pas dire que c'est Catherine Langeais, mais alors si quelqu'un peut me confirmer ça, c'est-à-dire que même un ministre de Gaulle comme Alain Perfit, qui avait une drôle de gueule, avait déjà à l'époque une esclave sexuelle. Et là, quand tu réfléchis, quand tu as un certain niveau de pouvoir, avec l'habitude d'être obéi, est-ce que tu vas te faire chier déjà à continuer à baiser la bonne femme que tu as épousée dans la bourgeoisie moyenne à l'époque où tu étais rien? Et est-ce que tu vas te faire chier à aller draguer des filles au restaurant en leur parlant de choses dont tu n'as rien à foutre? Il est évident qu'à un certain niveau de pouvoir, tu veux exercer ton pouvoir dans tous les domaines, y compris le domaine de ta sexualité. Et finalement, entre avoir une attachée de presse, un secrétariat, etc., pourquoi pas aussi une jeune personne fraîche et consommable, alors on ne sait pas jusqu'à quel âge ça peut descendre, qui est entièrement à ton service et qui a été entièrement dressée à ta sexualité plus ou moins perverse. Il me paraît assez logique finalement quand on regarde comment vivent les grands potentats moyen-orientaux, puisque aussi sont impliqués les Saoudiens et tout ça. N'oubliez pas que les Saoudiens sont totalement impliqués dans le nouvel ordre mondial, puisqu'ils fournissent le pognon du pétrole et qu'on leur laisse ce pognon aussi pour qu'ils le mettent à disposition. En dehors de tirer des putes et d'acheter des Rolls en or, ils n'ont jamais développé leur pays, on les a jamais laissé le faire, et ils sont sommés de financer des tas d'opérations pour le nouvel ordre mondial américain. À pas oublier les Saoudiens. Et finalement, on se dit, on regarde comment fonctionnent les harems et ce qu'on appelle les potentats orientaux, mais finalement chez nous, à part que c'est caché par de la moraline chrétienne et bourgeoise, finalement pourquoi ils vivent exactement pareil. Ils ont des harems, ils ont des esclaves sexuels, ils ont des janissaires, tu vois ce que je veux dire, ils ont donc des tueurs, etc. Et en fait, à un moment donné, tu te dis, effectivement, pourquoi, alors qu'ils ont tout ce pouvoir, ils se sont battus pour ce pouvoir avec le niveau de méchanceté, de duplicité que ça implique, pourquoi d'un seul coup, au niveau de leur sexualité, ils fonctionneraient comme toi et moi, c'est-à-dire à se faire chier, à dragouiller, à inviter au restaurant, à baratiner, à se prendre des refus dans la gueule, etc. Il est évident, quand je réfléchis à ça, c'est que ces élites mondiales ont une sexualité qui correspond au reste de leur fonctionnement social et humain. Et là, les témoignages de Cathy O'Brien sont absolument sidérants. C'est-à-dire que c'est vraiment esclave sexuel, c'est tu arrives... Il n'y a même pas besoin de donner l'ordre, en fait. Oui, parce qu'elles sont déclenchées par des mots-clés. Voilà, et alors, ça s'appuie beaucoup, leur programmation, puisque c'est dès l'enfance, sur tous les films Walt Disney. Alors, les deux trucs moteurs qui sont en fait de la pédophilie en images, alors elle le dit bien, et c'est quand tu le vérifies, tu comprends. Alice au Pays des Merveilles. N'oublie pas que Lewis Carroll était photographe de petites filles, en petite culotte. Et alors, Lewis Carroll, c'est entièrement de la pédophilie. Tu vois, c'est tout du symbole pédophile. Et Le Magicien d'Oz, c'est entièrement pédophile, c'est que du symbole pédophile. Yellow Brick Road, le petit chien, etc. Quand tu décryptes ça, ça décrit entièrement l'esprit d'un enfant essayant de restituer dans son monde de l'enfance des abus sexuels pédophiles. Et ils sont programmés par Le Magicien d'Oz, non, par Alice et Pays des Merveilles, Le Magicien d'Oz et tous les films Walt Disney. On leur en fait bouffer à la tonne quand ils sont gamins dans leur élevage et on les déclenche. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on les déclenche sur des phrases absolument anodines de films pour enfants. Et exactement comme les pédophiles sont toujours membres de trucs caritatifs et habillent leur délinquance de bonnes œuvres, les signaux de déclenchement des esclaves sexuels, au lieu d'être « mets-toi à quatre pattes, salope », tu vois, des phrases qu'on a sur les enregistrements que j'ai, moi, de Tariq Ramadan, c'est « bonjour, petite princesse, monte avec moi sur le chariot magique », et ça veut dire « mets-toi à poil, monte sur le chevalet, je vais te fouetter », tu vois ce que je veux dire? Et c'est tout forcément des trucs déguisés en bien, tu vois ce que je veux dire? C'est tout de l'inversé. Plus c'est joli, plus c'est délicat, plus ça veut dire que c'est dégueulasse. Et pour lancer, elle implique la NASA, la CIA pour la recherche, etc., le show business et les films Disney, c'est-à-dire tout ce qui est cinéma pour enfants, qui fait le lien, si tu veux, avec le formatage des enfants pour la pédophilie. Ça passe que par du Alice au Pays des Merveilles. Alors, imaginez quelqu'un qui écoute cette émission et qui sort, on va dire, du journal de France 2.
Ils pensent qu'on est tous fous. Tu vois ce que je veux dire ? Ils pensent qu'on est tous fous. Et c'est ça qui protège. C'est ça qui protège le nouvel ordre mondial. C'est que ça demande tellement d'étapes d'initiation et ça va tellement loin dans la monstruosité que pour un type normal, on va dire le grand délinquant du nouvel ordre mondial, c'est qu'il est protégé par, on va dire, la crédulité. Le gentil, le monde du gentil. On entend Shine, mais personne n'en voulait. Donc, je veux dire que le nouvel ordre mondial, on va dire sataniste, est comment dirais-je, auto-protégé par sa propre monstruosité et le fait que les gens normaux, puisqu'ils sont normaux, ne peuvent pas croire à une telle monstruosité. Donc, tu vois, en général, je pense que plein de gens se diront à la suite de cette émission, bon, Soral, d'ailleurs, dans un article marocain... Ils peuvent tout vérifier, hein, c'est ça que... moi, on pouvait tout vérifier. Sur la table, là. Dans un article sorti au Maroc la semaine dernière sur l'affaire Ramadan, à la fois, ils disent Ramadan est un tartuffe, et ils disent, oui, et Soral est un illuminé. C'est-à-dire que, pour quelqu'un de normal, ce que je viens de raconter là fait de moi un demi-dingue. Tu vois ce que je veux dire ? Et sans Hollywood, il n'y a pas d'Israël. On redonne les noms, Bloomberg, Rothschild, ils y sont tous. Il y a le neveu de Soros dans les carnets. On retrouve il y a de la famille de George Soros. On retrouve les Oppenheim qu'on avait perdus. Moi, cette famille, je croyais qu'elle était éteinte, les Oppenheim. On savait plus. On les retrouve dans les carnets d'Epstein. On retrouve. Incroyable. C'est le très belle affaire. C'est le who's-who. C'est une très belle affaire. Du Gotha mondial. C'est le signe que ça bouge et que il y a une guerre profonde et dans tous les sens du terme, contre des gens qui sont des patriotes nationalistes. Rappelez-vous quand même Comprendre l'Empire, le sous-titre, c'était Demain la gouvernance globale ou la révolte des nations, sorti en 2011. On est en plein dedans. Et en ce moment, il semblerait qu'il y ait quand même une révolte des nations et des types qui sont alliés, qui sont des alliances de nations contre ce que j'ai appelé moi l'Empire, que comment s'appelle de Benoît fait semblant de pas comprendre de quoi je parlais, parce qu'il a intérêt à pas comprendre, qui est effectivement le nouvel ordre mondial, et dont on vient d'ailleurs de décrire exactement tous les tenants et les aboutissants. Ah mais cette émission elle est fascinante parce que d'une part. Alors qu'est-ce qui me fait penser que ce que dit Cathy O'Brien dans son livre est relativement vrai? C'est que le livre est écrit, je crois, fin des années 80. Elle décrit le Bohemian Groove et le Bohemian Club très très précisément, les pratiques, le décor, le lieu, etc. Et à l'époque, Alex Jones n'avait pas fait ce film, ce reportage caché qui montrait. Oui. Et donc là, on peut confirmer que tout ce que dit Cathy O'Brien sur ce lieu incroyable est totalement confirmé. Au détail près par le documentaire d'Alex Jones. Donc là, je me dis, si elle est aussi précise dans cette description, parce que moi, si j'avais pas vu le truc d'Alex Jones, je me dis, un espèce de comment dirais-je, de lieu sécurisé au nord, dans la Californie, dans une forêt de séquoia, où il y a une milice privée, des voitures privées avec des uniformes, avec des hiboux, et où à un moment donné, on sacrifie sous une statue de Moloch, c'est-à-dire d'un hibou géant qui est un dieu babylonien ou assyrien, beaucoup utilisé dans les procédures satanistes, de 12 mètres de haut, l'effigie d'un bébé qu'on brûle, et ça s'appelle Cremation of Care, c'est-à-dire on brûle sa peur, tu vois, avec des mecs en toge qui se mettent à hurler, tout ça vous le trouvez sur Internet. Cathy O'Brien décrit ça et bien d'autres choses, de viols, de cérémonies satanistes, pédocriminels, etc. Si j'avais pas vu le truc d'Alex Jones, je me dirais, bon, c'est vraiment du délire. Or, je vois que ce qu'elle décrit, elle, en 88, est totalement corroboré par ce documentaire où le mec filme en cachette qui sort au début des années 2000, je crois. Donc je me dis que là, ça prouve quand même que ce que raconte Cathy O'Brien, déjà il faut de l'imagination pour inventer tout ce qu'elle invente, parce qu'elle décrit des lieux de la NASA, de bases américaines, etc. Elle les décrit très précisément, elle dit où c'est, elle nomme les mecs parce elle a protégé sa vie. En balançant tout de A à Z, mais elle a balancé tout il y a 25 ans, et ça n'a rien changé en réalité. Mais là, tu vois, la partie sur le Bohemian Groove et le Bohemian Club, dont sont membres toutes les élites mondiales, 25 ans de liste d'attente, une adhésion à je sais pas combien, $250 000 ou je sais pas quoi, là, tu te dis que effectivement, c'est vrai. Tu vois, et si ça est vrai, il est très probable que le reste soit vrai. C'est pour vous dire que pour ceux qui ne croient pas qu'il existe un nouvel ordre mondial qui est une espèce de société secrète mondiale qui pratique à la fois de la collusion, du trafic, de la politique, mais aussi une religion inversée, regardez, c'est accessible sur Internet, le petit documentaire de Alex Jones qui a fait sa réputation mondiale puisqu'il a réussi à s'infiltrer dans cet endroit et à filmer la cérémonie annuelle qui s'appelle Cremation of Care de ce Bohemian Club dans ce lieu qui s'appelle le Bohemian Groove, c'est ça. Et là, vous verrez que tout ça existe, quoi, et que ça fait froid dans le dos. C'est à la limite le film de Kubrick, Eyes Wide Shut, c'est encore gentil par rapport à ça. Et à la tête d'un État et que tu déclenches
de façon perverse une guerre dont tu vas savoir que ça va faire des centaines de millions de morts. Je parle même pas du 11 septembre où on tue 3000 personnes volontairement avec, comment il s'appelle, le Silverstein, qui a racheté des tours qu'il faut désamianter, donc c'est sa ruine, sauf si elles sont impactées par des avions dans le cadre de terrorisme, puisqu'il a pris des assurances, deux assurances pour ça. Donc tu voudrais bien qu'il est impliqué dans le projet, et que dans ce projet, peut-être même d'ailleurs qu'il a même pas le choix. On lui dit tu vas faire ça puisqu'on est dans des réseaux. Ça, oui. Le type, il co-signe pour la mort de 3000 personnes, et dont des milliers de pompiers américains. Il faut voir le niveau. Donc quand tu accèdes à ce niveau de cruauté, de cruauté, ta sexualité est en relation. Tu vas pas jouir en faisant des bisous à une femme en disant je t'aime chérie. Tous nos héros qu'on nous a vendus, je vais peut-être De Gaulle à part parce que je vais être gentil, les Churchill, les Roosevelt, les machins et tous ceux qu'on nous a diabolisés. Est-ce qu'il est certain que Churchill soit un meilleur mec que Hitler? Après, on peut se dire tiens, c'est vrai qu'on oublie quand même que les seuls qui ont balancé des bombes atomiques sur des populations civiles, c'est quand même les Américains, et que malgré tout, c'est quand même les gentils. Là, on est quand même dans le contrôle mental, tu vois. C'est Hollywood. Oui, on est dans le contrôle Hollywood, contrôle mental. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça, qu'on le prenne par le petit bout de la lorgnette, qu'on le prenne par la masse ou par les trucs, les opérations d'élite où on programme des assassins. Parce que là, il y a des serial killers MK Ultra. C'est le même sujet. C'est le même sujet. C'est le contrôle. C'est le volet du contrôle mental. Enfin, en tout cas, pour vous donner le meilleur exemple du lavage de cerveau, je rappelle quand même que c'est le génocide des Indiens par les protestants hollandais, etc., pour prendre la conquête des États-Unis. Mais Hollywood l'a transformé. Hein, les cow-boys et les Indiens, et les cow-boys sont les gentils, les Indiens, c'était c'est ce que j'avais dit, que le gros problème qu'avait eu l'URSS, c'est de ne pas avoir Hollywood. Oui, exactement. C'était le gros problème. Parce que sinon, quand tu regardes le bilan... ils sont très mauvais en communication, les Russes. Oui, ils étaient dans la propagande. Ils sont améliorés, là, quand même. C'est la différence entre la propagande et la communication. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'eux, ils mettent des mecs en uniforme et nous, on met des hôtesses avec 95 de tour de poitrine. Tu vois ce que je veux dire? C'est beaucoup plus facile de faire passer les choses par une jolie femme que par un mec en uniforme militaire. Non, si, tiens, autre remarque. On voit bien que depuis André Gide, famille je vouais, tout ce qu'essaie de nous imposer l'idéologie d'élite, c'est dans les familles catholiques, on doit détester son père, tu sais, c'est casser la transmission, le respect, absolument. Le patriarcat. Or, dans les familles dont on parle, les Enthoven ou les Glucksmann, il n'y a jamais d'attaque contre le père. Il y a transmission, il y a reprise de l'héritage, il y a reprise de la boutique. Et là, c'est le fils Buisson. Ce qui est marrant, c'est que les gens qui nous vendent famille, je te hais, et n'oublie pas que le livre d'ailleurs du petit capot, comment il s'appelle, Yann Moix, c'était là-dessus. C'était Orléans, c'est famille, je te hais. Chez les Glucksmann, chez les Enthoven et chez tous ces gens-là, il y a transmission, il y a père et fils. Tu vois ce que je veux dire? Il y a jamais d'attaque contre le père. C'est un peu bugué avec la fille de Bernard-Henri Lévy, là, Justine Lévy. Ah non, je pensais que tu parlais de Carla Bruni. Ouais, sur l'histoire de elle avait balancé quand même. Ouais, elle avait balancé parce qu'elle a été cocufiée, et d'ailleurs pour se venger, t'as vu qu'elle a avorté son gosse à 5 mois, ce qui est totalement illégal et ce qui normalement est passible de poursuite. Le mec qui va au football, il aime bien pouvoir crier PD, tu vois ce que je veux dire? C'est des fondamentaux anthropologiques, ça, tu vois. Non, OIS. OIS enculé. Ouais. Et là, tu découvres en fait que pratiquement tous les types qui ont accédé à un certain niveau en politique sont bisexuels. Ça veut dire quelque chose, c'est-à-dire qu'ils se font enculer, ils acceptent de se faire enculer, ce qui veut bien dire, dans toutes les acceptions du terme, que ce sont des soumis, que ce ne sont pas des vrais résistants. Il faut peut-être le comprendre comme ça. Et d'un seul coup, tu découvres effectivement Dupont-Aignan. On vient de me balancer Asselineau, là, tu vois. Alors, je confirme pas. Oui. Pourquoi tant de haine? Comment peut-on accepter la haine? La haine intacte. La vengeance et la haine. Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. Taisez-vous! Pourquoi tant de haine? Piquera tout lors du divorce. Et donc là, on a quand même, je vous dis, un vrai problème, c'est qu'on est d'une société française qui a une tradition catholique qui va, on va dire, de l'amour courtois au libertinage, avec une conception de l'érotisme qui est en train d'être détruite, battue en brèche par la vision anglo-saxonne puritaine, qui est à la fois une vision sur la sexualité, qui n'est pas du tout la nôtre, et en même temps aussi... La pornographie. Le commerce. Ouais. Ah oui, bien sûr. Oui. C'est les deux aspects du puritanisme. Oui, le commerce... C'est commerce uberales et morale réduite au contrat. Et là, c'est pas pour rien que le livre de la Segura là, s'appelle « Le consentement ». Je reviens sur le consentement. Alors, il y a une vraie discussion sur que
Si le consentement n'est pas, comment dirais-je, à circonstancier, le seul consentement possible, c'est le consentement écrit par un contrat. Et vous verrez que c'est exactement la situation dans laquelle en sont les Américains aujourd'hui. Et moi, je dis, halte là, derrière l'affaire Matzneff, on est en train, une fois de plus, de détruire l'exception française sur le terrain du désir et de soumettre l'exception française à la loi, au sens, avec un grand L, judéo-protestante, anglo-saxonne, américaine. Et on a tout à y perdre. Surtout nous, les hommes. Et les femmes de bonne volonté. Sur cette histoire de consentement, c'est important parce qu'il y a des militants historiques de la cause des enfants qui disent qu'il ne faut pas poser cette question en termes de consentement, on va fixer des conditions du consentement, etc. Ils demanderaient plutôt à ce que le consentement soit reconnu comme nul et non avenu avant un certain âge. Ce qui est très bien, oui, ça je suis tout à fait d'accord. Mais c'est ce qu'ils disent aujourd'hui. Hein. C'est ce qu'ils disent aujourd'hui. Alors en particulier, un acteur qui s'est fait remarquer ces derniers jours pour son activisme effréné sur les plateaux de radio et de télévision, c'est un personnage dont vous me parliez tout à l'heure, Alain, un ancien de la cause des enfants, justement, qui Monsieur était juge... Rosenzweig, ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny. Voilà. Il semblerait qu'il soit quand même impliqué dans l'affaire du Coral. Donc, moi je dis, méfions-nous des fonctionnaires qui ont toute leur vie vécu aux côtés, pour et avec les enfants. On politique convenite de pédophiles. C'est Bayrou qui a été sanctionné par toute la classe médiatico-politique. Hein. Donc il y a des gens qui ont le droit de... Ça me rappelle la phrase d'Elisabeth Lévy. S'il y a trop de, il n'y a pas assez de. Vous voyez ? Il y a des gens visiblement qui ont le droit. Polanski, Woody Allen, qui épouse quand même sa fille adoptive, hein, à qui il fait des gosses, et qui est accusé de viol par tous ses enfants. Et Mia Farrow, son ex-femme. Ça l'empêche pas de faire des films. Bon, effectivement, en ce moment, ça grince un peu, parce que le bon peuple, à force de multiplication de cas, et puis des alerteurs comme moi, hein, faut pas oublier, commence à s'énerver parce que personne n'aime qu'on fasse du mal aux enfants. Et comme par hasard, au moment où les gens commencent à s'énerver pour la multiplication de ces affaires, on nous balance en pâture Matzneff qui n'a pas vraiment le profil type. Oui. C'est ça qui m'agace un peu. Une disjonction, quoi. Il y a un bug féministe. Là, c'est que de toute façon, si on part du principe que la pénétration est un traumatisme et une violence et quelque chose de répréhensible, eh ben ça s'appelle la guerre des sexes. Hein. Ou alors, il faut mettre tout un protocole pour que ce soit la fille qui dise quand elle veut être pénétrée. Seulement, il y a un problème des lois de l'érotisme à voir avec les lois de la psychologie, c'est que quand c'est une fille qui vous dit quand vous pouvez pas, vous bandez plus pratiquement. Le problème, c'est que l'amour, c'est plus compliqué et plus raffiné que le rapport contractuel tel que veulent nous les imposer les féministes anglo-saxonnes qui, effectivement, réduisent l'amour, veulent faire rentrer l'amour dans la logique du contrat. Et là, il faudrait lire Max Weber et le capitalisme. Hein, voilà. C'est peut-être un peu subtil pour Vanessa Sangora, ces psychanalystes qui l'ont expliqué après 35 ans de travail que ce qu'elle avait pris pour du plaisir était du traumatisme, parce qu'elle a mis quand même 35 ans à s'en rendre compte. Donc c'est terrible, parce que par la psychanalyse, on vous explique que vous avez été malheureux sans le savoir, voyez ? Vous me prenez vraiment pour un con ? Oui. En fait, c'est le contraire de ce qu'on appelle la guérison. Hein. C'est-à-dire que grâce à la psychanalyse, une bourgeoise, normalement, qui n'aurait pas de problème, peut enfin sentir qu'elle est malheureuse comme les sous-prolétaires violés et vendus et tués par les pédosatanistes qui font leur marché dans le tiers-monde. Ça aussi, c'est une des obscénités. C'est que moi, avec ma culture marxiste, je ne confonds pas du tout la petite histoire de bourgeoisie du 6e de Sangoura avec ce que subissent les gosses du tiers-monde par les réseaux pédocriminels. Hein. Et de vouloir nous faire passer sa souffrance comme identique à l'autre souffrance est une obscénité. Voilà. Hein. Contre-Culture a été l'éditeur d'un livre sur la pornographie cette année là. Sociologie du hardeur. Sociologie du hardeur, qui a un très beau livre de résistance à ce règne pornographique. Vous avez évoqué tout à l'heure le nom de Rocco Siffredi, qui est un petit peu l'icône, hein, même c'est un peu ringarde maintenant. Bah ça m'est venu. Je me dis, attends, Rocco Siffredi, aucun problème, invité partout, success story, hein, et Matzneff, ordure. Ça pose un problème là de disjonction, de double standard. Et or, c'est comme ça que la société fonctionne aujourd'hui. Rocco Siffredi, qui je rappelle passe son temps et fait commerce en défonçant des Ukrainiennes pauvres assez jeunes avec une bite de 24 cm, hein, et puis on voit que vraiment les gens regardent parce qu'il les défonce. Hein. C'est même pas Pierre Woodman qui est dans la psychologie. Je connais aussi bien ces sujets parce que en tant que vrai sociologue, ça m'intéresse. Vous voyez, Rocco Siffredi, pourquoi ça pose pas problème ? Parce que c'est du business et que c'est encadré par un compte d'exploitation annuel, par des contrats signés.
Et puis surtout parce qu'il y a du pognon. Quand il y a du pognon, tout le monde ferme sa gueule. Ça rapporte. Alors que Matzneff, qui est dans l'acte gratuit, la littérature à la française, et qui est objectivement obsolète et sorti du jeu, lui, on peut se le payer. Et moi, je pose la question à tous les merdeux, les journalistes, les tartuffes, et même les demi-crétins de bonne volonté qui veulent traiter l'affaire Matzneff. Comment vous pouvez sauver Rocco Siffredi et condamner Matzneff ? Parce qu'il y a du 17 ans et du 14 ans, parce qu'il y a un contrat signé alors que l'autre, le consentement est réversible parce qu'il n'y a pas de papier. Vous voyez, parce que ça tient pas. Hein, donc là, on est dans schizophrénie et tartufferie de l'époque. Hein. Et ce que je dis, bien plus sérieux, qu'est-ce qui est le plus grave pour la jeunesse ? Les livres confidentiels et littéraires d'Matzneff chez Gallimard, qui sont lus par quelques centaines de personnes, ou le déferlement massif de la pornographie sur Internet, adoubé depuis des années par Canal+. Hein, je rappelle, Canal+, la chaîne du porno. Qu'est-ce qui fait le plus de dégâts, y compris pour toutes les pathologies sexuelles, les viols dont se plaignent, et les harcèlements dont se plaignent les féministes ? Oui, parce que la pornographie est une usine à fabriquer des fauves et donc à fabriquer des violeurs. La sexualité adolescente a été totalement transformée depuis des années par les films porno. Les gamins tombent sur des films porno très tôt et pensent que ce soit les garçons ou les filles, que pour être un amant ou une amante, il faut faire comme dans les films porno. Je ne sais pas si vous voyez le côté... La destruction des imaginaires, de l'intériorité de générations entières. Est-ce que ça, c'est pas plus grave ou largement aussi grave que Matzneff, que je n'ai pas lu et que personne n'a lu, hein, je ferai remarquer. Hein, voilà. Et on ne saura que ce que faisait Matzneff dans la chambre que par le livre de Madame Springora. Je rappelle que ce livre est un best-seller en ce moment et qu'à mon avis, il est beaucoup plus acheté... Vous me disiez qu'il était numéro 2 sur Amazon. Il s'est déjà vendu à 65 000 exemplaires en quelques jours. C'est un énorme succès aujourd'hui. Un best-seller, c'est 12 000. Et je dis, il est beaucoup plus lu par les mêmes lectrices qui lisent 50 nuances de gris, hein, que par les lecteurs de Marcel Proust. Oui, alors... et ça pose même pas de problème dans le cinéma. Il faut regarder tous les vieux films. J'ai revu l'autre jour un très beau film qui s'appelle Le train sifflera 3 fois. Gary Cooper, il a largement 50 ballets dans l'histoire. Et Grace Kelly, excuse-moi, elle en a 17 ou 18. Hein. Et je rappelle que la majorité sexuelle, on veut la faire passer de 15 à 13 ans, je crois. On veut abaisser le droit de vote de 18 à 16. Hein. Donc on est bien sur là des questions d'abaissement de ce qu'on appelle la maturité. Et l'âge légal du mariage en France, pour les femmes, c'est 15 ans et 3 mois. C'est-à-dire qu'à 15 ans et 3 mois, on peut se marier et faire des enfants. Donc à la fois on nous dit que c'est une petite fille, et à la fois, quand ça arrange, non, elle peut donner des leçons sur le climat et être reçue à l'ONU pour expliquer au chef d'État comment ça marche. Là, c'est la petite Thunberg. Ouais. On est dans le n'importe quoi, et on est dans un n'importe quoi qui s'appelle le n'importe quoi du pouvoir féministe. Et je le dis, comme le dit très bien Félix Nietzsche, le pouvoir féministe n'est qu'un masque du pouvoir oligarchique. Les femmes en soi n'ont aucun pouvoir. Ce pouvoir leur est donné par le pouvoir oligarchique pour baiser la gueule à nous, les mâles blancs de plus de 50 ans, parce que finalement, c'est nous les victimes derrière Matzneff. Hein. Le mâle blanc de plus de 50 ans, avec son intelligence, son rapport au désir, son phallus, sa culture, etc. À travers Matzneff, c'est à lui qu'on veut faire la peau. Hein. Faut pas oublier. Donc à moi et à toi. C'est pour ça qu'à un moment donné, faut voir un peu les enjeux. Hein. Voilà, faut pas non plus toujours se tirer une balle dans le pied, hein, comme on nous a appris à le faire nous. Meurtre du père, critique de la bourgeoisie, alors que les autres sont 100% dans des logiques dynastiques. Hein. Moi, j'ai pas vu le fils Glucksmann attaquer son père, même quand on lui fait remarquer qu'il a signé la pétition Matzneff. Hein. Ouais, bon. Alors, vous voyez que le sujet abordé d'un point de vue juridique est non seulement complexe, mais peut laisser assez perplexe. Parce qu'effectivement, si on veut reprendre par exemple la façon en ce moment dont on détruit l'Église, on remarquera d'ailleurs qu'un incendie d'une cathédrale a pu ne pas trop choquer, parce qu'il y avait eu tout un travail préalable qui avait été fait pour réduire l'Église catholique à la pédophilie. Or en fait, comme l'a fait remarquer incidemment notre camarade, l'Église se défend très très mal étrangement sur cette question. Puisque ce qu'on appelle de la pédophilie, dans les 3/4 des cas, c'est un prêtre, donc qui est un adulte, qui a une relation homosexuelle avec un adolescent. Or, si ce n'était pas des prêtres, on trouverait que c'est l'esprit Charlie, que ce serait la modernité. Mais comme c'est un prêtre, c'est critiqué. Donc là, on voit bien qu'on a un double standard, hein, parce que si vous remplacez le prêtre par un prof de gauche, membre du Parti socialiste, à l'inverse, toute la vox populi montera pour le défendre, hein, pour dire que c'est l'amour et le droit à l'amour.
Si c'était pas l'Église, ça s'appellerait la modernité sexuelle, et ça serait même l'Église pourrait dire que c'est de l'homophobie, tout ça. En fait, c'est un cas d'homophobie. Ce qui veut bien dire que là, la question du sérieux intellectuel, de l'honnêteté morale, et justement toujours cette question qui revient du double standard et de la double éthique, rend cette histoire extrêmement confuse. Hein. Voilà, vous remplacez prêtre catholique par éducateur socialiste, et d'un seul coup, tout le commentaire idéologique s'inverse. Et en parler, c'est en général ce que j'appelle la pédophilie paysanne et sous-prolétaire, c'est-à-dire la pédophilie de la misère. Le paysan qui finit par violer sa fille ivre-mort, l'oncle qui tripote la nièce dans une caravane de gitans, je fais exprès de prendre des caractères, ça peut sortir dans la presse. Et ça cache en fait la pédophilie qui, moi, m'intéresse, qui est la pédophilie de réseau, qui est une pratique à la fois de luxe, de riche, parce que ça demande des moyens, et le truc le plus extrême que moi j'ai découvert, parce que j'ai travaillé beaucoup sur le sujet, ce que j'appelle la pédophilie sataniste de réseau. C'est-à-dire où là, c'est intéressant parce que ça rejoint finalement, on est au sommet du scandale finalement humain, hein, c'est-à-dire que des gens qui sont haut placés socialement, soit politiques, moyens pécuniaires, etc., violent et parfois même tuent dans des cérémonies des bébés, hein, ça existe, vous verrez une émission d'Élise Lucet qui reste encore sur Internet, où Élise Lucet avait eu le courage de traiter ce dossier une fois à la télé, vous pouvez tous trouver cette vidéo sur Internet. Et là, ce que je fais remarquer moi, c'est que finalement ça, qui paraît monstrueux, ça s'inscrit dans des traditions de ce qu'on appelle religion primaire, de religion, notamment, pour ceux qui ont regardé la vidéo d'Alex Jones sur le Cremation of Care, hein, le Bohemians Club, on voit une effigie de bébé brûlée sous une statue d'un hibou qui s'appelle Moloch. Et là, quand on s'intéresse, ça rejoint les religions primitives dont on a encore conscience aujourd'hui à travers le vaudou, parce qu'il y a toute une mythologie du vaudou, où effectivement, on sacrifie des enfants, donc on les viole, on les tue, exactement comme le cannibalisme est une pratique strictement religieuse au sens traditionnel. C'est-à-dire qu'en mangeant son adversaire, on ne se nourrit pas parce qu'on manque de viande, c'est pour prendre la force du guerrier en soi, etc. Donc en fait, ce qui est assez choquant et étrange, c'est quand on est au sommet de la monstruosité pédocriminelle sataniste de réseau, finalement on découvre que des gens qui sont au sommet du pouvoir en réalité ont des pratiques qu'on va appeler satanistes, c'est-à-dire de religion que nous on va appeler religion inversée par rapport à la religion dans laquelle on est malgré tout, malgré la destruction de l'Église catholique qui est la religion chrétienne. Hein. Mais en fait, ce sont ces gens d'ailleurs qui le justifient, parce que parfois on trouve des témoignages de gens qui le justifient. Ils le justifient au nom de Satan, hein, et au nom de pratiques qui renvoient à de la religion primitive. Où il y a, n'oubliez pas que la religion primitive, au départ, on a sacrifice humain, on tue, et regardez dans l'Ancien Testament, Dieu demande qu'on sacrifie son propre fils, et progressivement, ces pratiques qui sont dans toutes les religions, on remplace un être humain par un animal, puis le sacrifice devient un sacrifice purement symbolique. On peut même brûler un bâtonnet d'encens, mettre une pièce avec une bougie, enfin, on s'éloigne progressivement de la dimension de chair. Mais là, je vous rappelle que pour ceux qui sont réellement catholiques, pratiquants et croyants ici, il y en a. Je vous signale que qu'est-ce que l'Eucharistie ? On mange le corps du Christ à chaque fois qu'on communie, et si on est réellement croyant, on le fait. Et on boit le sang du Christ. D'ailleurs, il n'y a que le prêtre qui le fait. Et en fait, ça ne nous choque pas d'une certaine manière, parce que ça a été réduit à du symbole, puisqu'effectivement c'est du pain asile, je crois, mais l'air de rien, il se passe un moment magique au moment de la messe, où ce morceau de pain redevient réellement le corps du Christ. Hein. Bon. Qui croit encore quand il va à une messe encore pour un mariage ou un décès, et qui communie parce qu'il prend la file, sans avoir été d'ailleurs confessé depuis des années, qu'en disant tiens, un petit bout de pain, ça fait pas de mal, ça fait 2 heures que je suis là, qui croit réellement encore qu'il mange le corps du Christ et qu'il a dû se préparer spirituellement à cet acte qui est un acte inouï sur le plan du symbole et de ce que ça implique de transcendant, de moral, de religieux, etc. Donc c'est pour ça que y a cette chose qui est très très étrange, c'est que plus on va loin finalement dans la découverte de la pédocriminalité, plus on retrouve des gens qui assument parfaitement leurs actes, violer des enfants dans des cérémonies, et vous verrez que si vous cherchez, vous trouverez des témoignages, etc., et qui disent « Oui, je le fais pour acquérir la puissance qui est nécessaire à mon exercice du pouvoir, car je ne peux pas être comme le commun des mortels. » Vous avez l'affaire Podesta autour de Hillary Clinton, qui n'est pas de la gnognotte, et on voit que ça touche des gens qui
qui prétendent être libérés de la morale commune. C'est pas pour eux. Ils sont au-delà du bien et du mal. Donc on a toute l'idée du marquis de Sade, qui d'ailleurs, si vous remarquez, à un moment donné, dans les années 60-70, à l'époque où la mode était à la transgression, il y a eu une très grande mode de redécouverte du marquis de Sade comme écrivain de la transgression, donc avec ce côté mai 68 libertaire, avec notamment Gilbert Lely, qui écrivait les préfaces, et on a trouvé que le marquis de Sade, j'ai même écrit d'ailleurs là-dessus, était un très grand révolutionnaire, puisque pour pouvoir faire la révolution, il fallait s'émanciper de l'idéologie dominante et donc de la morale, avec tout ce qu'on disait, la French Theory, c'est-à-dire morale réductrice, de domination, etc. Et que finalement, ces actes transgressifs étaient une preuve d'émancipation, de liberté, d'altitude même, quelque part, morale, d'une certaine manière, au sens où on prend la morale comme le plus haut niveau de conscience, et non pas la soumission à une conscience de masse, etc. Donc, en réalité, il y a des tas de cheminements, et je vous rappelle que dans les années 70, d'ailleurs, on voit bien qu'il y a des époques idéologiques, parce qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, la liberté sexuelle est très très grande. Il y a beaucoup de violences sexuelles, de viols et de pornographie, et en même temps, la critique de la pédophilie est ultra-violente. C'est-à-dire qu'on a comme un phénomène de compensation. On dit beaucoup de mal sur la pédophilie, mais je veux dire, la pornographie, qui est un marché, un truc, est éminemment une voie royale vers le dérèglement sexuel, puisque les gosses tombent par hasard par Internet dessus. Et c'est ça qu'il faut regarder sur toujours compensation symbolique et réalité pratique. Alors que dans les années 70, c'était plutôt l'inverse. Il n'y avait pas encore la pornographie de masse, il n'y avait pas encore Internet, etc. Et pourtant, des militants d'extrême gauche et d'ultra-gauche, rappelons-nous de Cohn-Bendit, militaient, Dr Pierre Gay avec l'antipsychiatrique, René Scherrer, qui a passé toute sa vie professeur de philosophie à Vincennes, Paris 8, et qui est le frère du cinéaste de la Nouvelle Vague. Non, c'est le frère d'un des cinéastes de la Nouvelle Vague qui fait les contes moraux, d'ailleurs, les contes moraux. Romer, voilà, c'est le frère de Romer. Et lui a fait l'apologie. D'ailleurs, Jean Solaire est assez proche d'ailleurs de ce monde-là. Toute la vie, l'apologie de la pédophilie, au nom qu'il fallait décoincer l'enfant des interdits judéo-chrétiens liés aux interdits sexuels, qui provoquaient à cause de ça des pathologies sexuelles à l'âge adulte, parce qu'on diabolisait la sexualité avec les enfants, et qu'il n'y avait pas de raison qu'il n'y ait pas de sexualité avec les enfants. C'était une norme seulement qu'il fallait dépasser, etc. Et ces gens-là, vous verrez dans le journal Libération à l'époque, faisaient l'apologie ouvertement de la liberté sexuelle avec des enfants dès l'âge de 2-3 ans. Et moi, j'ai étudié tout ça, et aujourd'hui, ça paraît très aberrant, et je vous garantis qu'à l'époque, les Jacques Lang parlaient de continents à explorer, etc., etc. Sociologie, on sait que les 3 domaines, les 3 secteurs où il y a beaucoup de pédophilie sont effectivement les religieux, alors aussi bien les prêtres que les moines bouddhistes, hein, ça existe partout, parce qu'ils sont au contact des enfants, et que souvent ils sont soumis à une certaine chasteté, à une certaine exigence qu'ils ont du mal à tenir. Hein. Les éducateurs sportifs et les éducateurs laïcs, autant, moniteurs de colonies de vacances, profs de gym, etc. Et ça, on n'en parle pas trop, parce qu'en général ils sont plutôt de gauche, et puis que ça n'attaque pas l'église catholique, mais il y en a autant, hein, de moniteurs de colonies de vacances qui posent problème que de prêtres. D'ailleurs, dans le scoutisme, on a les deux. Et étrangement, ça je l'ai découvert aussi, la magistrature. Beaucoup de pédophilie chez les magistrats. Alors après, on peut se dire, comment se fait-il ? Eh bien, c'est une raison simple, c'est que les pédophiles qui sont des pervers, et qui d'ailleurs, d'une manière ou d'une autre, sont dans une addiction. C'est-à-dire, on pourra parler après comment on arrive à la pédophilie par des initiations successives. On pourra parler de la on pourra parler de choses étranges que j'ai étudiées assez profondément. C'est que ça devient une sorte de drogue, hein, la pédophilie. De médiatisation du combat contre la pédophilie dans les années 90, avec notamment l'affaire des CD de Van Voort, c'est ça, pour ceux qui connaissent le dossier, hein, c'est ça. Et là, ça avait créé un scandale énorme, parce que c'était des milliers et des milliers de photos de torture d'enfants, etc., sur des DVD. Hein, et il y avait un homme très courageux, un Hollandais, je crois, qui d'ailleurs en est mort. Hein, Marcel. Voilà, Marcel. Ils ont fini par le foutre en tôle pour détention de matériel pédophile, parce qu'il avait une association de lutte. Donc il collectait du matériel. Et ben, ils l'ont foutu en tôle pour détention de matériel pédophile. Là, quand vous voyez les dysfonctionnements de la justice à ce niveau-là, vous êtes certain qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Et le président du tribunal pour enfants de Bobigny, actuel, était le trésorier du fameux lieu de vie dit le Choral, vous voyez. Donc on trouve des types qui se baladent dans la haute fonction publique ou dans des métiers comme ça et qui passent
J'avais par exemple étudié une affaire, d'ailleurs dans un de mes livres, je publie les lettres que s'envoyaient les pédophiles. Il y a ce qu'on appelle l'affaire Duguay. Il avait été beaucoup défendu par le journal Libération. Il a pris de la prison ferme pour des viols sur enfants. Il écrivait des lettres où il se vantait, pour adorer Satan, de violer des gosses de 9 mois et de 2 ans. J'ai publié le courrier auquel j'ai eu accès. Et ben ce type-là, il est allé en prison. Il est sorti de prison et il s'est retrouvé éducateur sportif des enfants de la ville de Saint-Ouen. C'est-à-dire que les types, il y a des réseaux de recyclage. Il y a eu des scandales aussi dans les... alors là, on était plus proche des pères blancs, malheureusement, parce qu'il y a des scandales religieux, notamment Madagascar, vous voyez. Souvent, autre sujet, il y a de la pédophilie de gauche et de droite. C'est pas les mêmes réseaux. Pédophilie de droite, ce qui est très connu, c'est la région d'Auxerre. Le nom sortait souvent, et là, on est sur les disparus de Lyon. L'affaire du monstre d'Apoigny, vous voyez, je connais tout par cœur, j'ai même pas besoin de prendre de notes, j'ai travaillé des années là-dessus. Et puis il y a aussi la pédophilie de gauche, qui est plutôt sur la Côte d'Azur, avec des associations qui sont des aides aux enfants déshérités du tiers-monde. Vous savez, c'est des châteaux qui ont été rachetés pas cher, où on fait venir des gosses du tiers-monde, avec là des éducateurs, alors c'est souvent d'ailleurs des gradés de l'université encartés au Parti Socialiste. Hein. Et ça c'est pédophilie de gauche, donc on a de la pédophilie de gauche et de droite, c'est même pas les mêmes, vous voyez. Ça va m'amener d'ailleurs à l'affaire Jakubowicz, hein, on va se faire un petit plaisir. On leur dit, quand ils se font prendre, de se taire et de ne pas balancer qu'ils sont en fait le membre d'un réseau et des pourvoyeurs, c'est souvent ils sont au bas de l'échelle. Ils proposent des séances de torture, des machins, à des notables qui s'inscrivent, qui payent, etc. Et les scènes de torture, c'est vous avez une arriérée mentale de 20 ans qui est crucifiée sur une croix, enfin pas avec des clous, et pour certains prix, on peut lui arracher les tétons à la pince, vous voyez. C'est des trucs comme ça. Hein. Et comment l'affaire est sortie? Parce qu'une de ses filles a réussi à s'échapper. Et elle s'est échappée, et à un moment donné, l'affaire sort un peu. Hein. Et là, on est dans le réseau, justement, réseau d'Auxerre, disparu de Lyon, et notamment, à un moment donné, un brave gendarme, qui s'appelle le gendarme Jambert, pour ceux qui connaissent, veut poursuivre l'enquête un peu plus loin, et on le retrouve suicidé de 2 balles dans la tête, de 2 calibres différents, avec deux angles de tir. Or, il y a quand même un médecin légiste qui a signé des suicides. Et aujourd'hui, il est officiel que ça ne peut pas être un suicide. Donc, et on ne fait pas quand même l'enquête. Pourquoi le médecin légiste a validé le suicide? On sait que son propre fils, à un moment donné, a été terrorisé et a validé le suicide de son propre père, parce qu'en réalité, quelqu'un qui vous dit « je vais lutter contre la pédophilie, c'est horrible, je vais prendre mon revolver ou mon fusil », ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'il est face à un réseau mafieux avec du pouvoir politique et de l'ultra-violence délinquante. Donc c'est lui qui est en danger. Même celui qui veut protéger ses propres gosses. On lui fait comprendre par des pressions qu'il va avoir des ennuis, que ça peut même aller très loin, etc. Et on a une soumission à la pédophilie, y compris de ses propres victimes, hein, où souvent d'ailleurs, je vais parler d'ailleurs, ça me vient d'ailleurs par capillarité là, nous avons cet avocat de gauche qui fait le malin en ce moment, Maître Dupond-Moretti. J'ai édité le bouquin sur les procès d'Outreau. Alors les procès d'Outreau, on vous a expliqué que c'était un pauvre juge d'instruction qui s'était fait berner par des gosses qui, comme on le sait, sont des mythomanes. Or, on sait très bien qu'en psychiatrie, un enfant entre 2 et 4 ans ne peut pas inventer des trucs qu'il ne peut pas imaginer, tout simplement parce que son cerveau et son niveau de maturité physico-sexuelle ne lui permet pas de décrire des scènes s'il ne les a pas vécues. Hein, voilà. Je veux dire, un bébé de 2 ans ne peut pas te décrire un sexe en érection si à un moment donné on ne lui a pas mis sous le nez. Vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est un peu ça. Or, ce Maître Dupond-Moretti, il y a eu un premier procès où le juge d'instruction, qui était un brave gars, vous verrez, tout ça est sur Internet, et ben il sort un réseau. Et ça sort dans les médias, pourquoi? Parce que c'est un réseau de pédophilie, de HLM un peu pauvre, avec c'est des chauffeurs de taxi, enfin c'est du bas de gamme. Et ça sort, ça s'appelle l'affaire d'Outreau. Et ça scandalise tout le monde. Et à un moment donné, s'inverse. Et d'abord médiatiquement, donc la complicité des journalistes. Hein. J'ai été journaliste pendant des années, je peux vous garantir la lâcheté de ces gens. Et d'un seul coup, on dit non, finalement, ce pauvre juge s'est fait bourrer le mou par des gosses qui affabulent, un peu mythomane en tant que quoi, et on a mis en prison injustement des braves gens. Alors il y avait un huissier de justice, etc., etc. Et puis il y avait la fameuse bonne femme qui vendait les gosses, là, hein, voilà. Et on refait le procès, et la Maître Dupond-Moretti, membre de la maçonnerie de gauche Grand Orient, de la région du Nord, de la région de Lille, prend la défense des pédophiles qui avaient été condamnés avec... ils avaient même avoué, hein, et charge les gosses jusqu'à les terroriser en disant bande de petits menteurs, etc., alors qu'on est des gosses dont il a été reconnu qu'ils avaient été violés, et le jugement est inversé, ils sont tous libérés et ils touchent des sommes astronomiques de l'État pour condamnation abusive.
dont un d'ailleurs est retombé pour pédophilie depuis. Voilà. Et Dupond-Moretti se vante dans son palmarès on l'appelle comment son surnom c'est quoi? Acquittator. Se vante donc d'avoir fait acquitter des pédophiles qui étaient des pédophiles avérés, qui avaient même avoué, reconnus. Et on a aujourd'hui des gens qui ont touché de l'argent parce qu'ils ont été injustement condamnés, soi-disant pour pédophilie, et des gosses qui ont bien été violés, mais pas plus personne. Vous voyez ? C'est-à-dire, finalement, et des enfants qui ont été humiliés totalement. Et j'ai été le seul éditeur à accepter d'éditer ce livre sur le scandale d'Outreau, qui était écrit par un ancien journaliste qui s'appelait Jacques Thomet, je crois. C'est ça ? Vous pouvez le trouver chez Contre-Culture, je l'ai édité. J'ai été le seul à oser l'éditer. Je vous garantis que personne a voulu se mouiller là-dedans. Et qui montre toute la manipulation du deuxième procès, comment on a terrorisé des gosses, même physiquement en les mettant, comme ils étaient une vingtaine, on avait inversé au tribunal, on les a mis dans le banc des accusés, alors qu'ils étaient les victimes, vous voyez, en disant pour des questions de place. Vous voyez, on a découvert quelque chose qui est très rentable, c'est la vente d'enfants kidnappés pour des cérémonies pédocriminelles qui, je le sais, existent dans la haute maçonnerie. Parce que la haute maçonnerie est luciférienne, et que quand on atteint certains degrés de la haute maçonnerie, il peut y avoir comme pratique de type religion inversée, c'est-à-dire n'oubliez pas que Lucifer, c'est l'être de lumière, et que quand on découvre dans la haute maçonnerie que finalement le maître des maçons, qui est une contre-religion anticatholique, eh ben c'est le premier ange qui s'est révolté et qui a lutté contre la loi naturelle imposée par Dieu au nom de l'émancipation du prométhéisme et de la pensée libertaire bien comprise. On peut articuler idéologiquement tout ça, et d'un seul coup, on comprend qu'on a affaire à un vendeur de gosses, et que sans doute il ne l'a pas ni violé ni tué lui-même, mais qu'il l'a livré. Il l'a livré, c'est une commande, exactement comme Dutroux. Dutroux vendait des voitures volées et des gosses. Et qu'il faut protéger absolument le soldat hollandais, parce que sinon il va parler. Donc le principe toujours de cette pédocriminalité de réseau, c'est qu'on protège le dealer pour pas qu'il balance. Donc on lui dit tu ne dis rien, et on va te sortir de là, tu vas faire quelques années de prison, mais on s'occupe de toi. Et on lui envoie quoi? Le super cador, Maître Jakubowicz, qui normalement ne devrait rien avoir à faire dans ce dossier. Mais Maître Jakubowicz est à haut gradé de la franc-maçonnerie. Vous voyez ? Alors là, je ne vais pas établir les médiations que je n'ai pas le droit légalement d'établir, mais la dernière fois que M. Jakubowicz s'est pointé dans un de mes procès avec sa robe et ses décorations pour faire pression sur le juge, je lui ai juste dit quand il est rentré, alors Maître Jakubowicz, le Landais, toujours innocent? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tourné les talons et il est sorti. Voilà. D'ailleurs, vous regardez Collège Stanislas dans les années 75, il y a des condamnations de la prison ferme pour pédophilie au Collège Stanislas dans les années 75. Donc c'est vrai qu'il y a, dès qu'il y a de toute façon des adultes au contact des enfants et des adultes qui consacrent leur vie aux jeunes enfants, scoutisme, éducateurs sportifs, il y a forcément une motivation. Ce sont des gens qui aiment parfois trop les enfants, vous voyez, c'est certain. C'est pour ça que, il y a une réalité. Et parfois même pédophiles faisant semblant de lutter contre la pédophilie, etc., enfin double casquette, c'est un monde assez monstrueux. Et souvent la réaction finale après une espèce de bouffée de colère, il faut tous les tuer, les gens finalement rentrent chez eux et préfèrent oublier, parce qu'il y a des choses, et c'est ça le tragique des braves gens, c'est que les braves gens ont une morale, je dirais, assez saine, et qu'ils ont du mal à accepter de vivre dans un monde qui fonctionnerait de manière totalement immorale. Donc pour se sauver eux-mêmes, en fin de compte, ils préfèrent oublier. C'est-à-dire, à la limite, c'est le « je ne veux pas savoir », vous voyez. Noneuil, que j'ai connu personnellement, je ne vous raconterai pas toute ma vie, mais j'ai connu tous ces gens-là personnellement. À l'époque où je faisais du yoga tantrique chez Iso Zen. Que le type, chez Tadei, en plus de menacer physiquement Dieudonné, rappelez-vous, ça finit par, à la fin, il y a les coups, a dit on nous emmerde, on peut même plus la sexualité avec les enfants, ces emmerdeurs de réactionnaires nous emmerdent, et puis la femme fait mais quand même avec des enfants. Et l'autre il dit en gros, nous les élites éclairées, on a quand même le droit, comme on a le droit au caviar, on a quand même le droit d'enculer des gosses, quoi. En gros, il vous vendait l'idée que c'était un privilège, et que finalement ça scandalisait les bourrins de la masse, mais qui n'ont pas le raffinement pour pouvoir, et que eux ça leur était autorisé, c'est ça qui... Voilà. Et donc bon, je réponds un peu largement. Effectivement, le freudisme et toute cette métapsychologie de la modernité qui est un peu tombée aujourd'hui, a permis effectivement une légitimation du rapport sexuel entre parents et enfants au nom de casser les tabous d'interdits sexuels qu'on appelait judéo-chrétiens, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi, en vous disant que s'il y avait des problèmes sexuels, c'était à cause des traumatismes de l'enfance, parce qu'on vous disait que la sexualité c'était mal. Et moi j'ai connu
deux garçons. Je ne vais pas dire les noms parce qu'il y en a un qui est mort d'ailleurs, l'autre est peut-être encore vivant, ça serait gênant, dont l'un d'eux, dont le père, qui était un militant socialiste un peu éclairé, emmenait son fils chez René Scherrer à l'âge de 3 ans pour qu'il le sodomise, mais comme une activité de type paramédical, pour lui libérer, je dirais presque les chakras, vous voyez, pour qu'il ait une sexualité épanouie. J'ai connu ces deux garçons-là, je les ai connus dans les années 80. L'un est devenu DJ, il s'appelait Crouché, vous pouvez le taper sur internet, il était proche de Jean-Paul Gaultier, etc. Il est mort. Il avait été violé à répétition sur demande de ses parents par René Scherrer, qui je crois est mort maintenant dans son lit, et qui était professeur de philosophie à l'université Paris 8 jusqu'à encore hier, il n'a jamais été attaqué en quelque que ce soit. L'autre, je ne dirais pas son nom parce qu'il est peut-être encore vivant, et je vous garantis que l'un est devenu homosexuel et folle tordu, c'est Philippe Crouchet, vous regarderez sur internet. Donc en tout cas, ces sodomisations forcées par un adulte à l'âge de 3 ans l'ont amené à une sexualité qu'il sans doute il n'a pas choisie, mais il est devenu homosexuel, c'était une folle. Alors après, les LGBT pourraient peut-être m'accuser d'être réactionnaire, etc. Et l'autre, que j'ai bien connu aussi, était quand même un type très perturbé, dans la semi-délinquance, et qui en voulait beaucoup à son père, et d'ailleurs il me l'avait dit ça après une longue intimité. C'était un mec assez viril, un peu loupard, et il m'a raconté un jour effectivement que son père, quand il avait 3 ans, l'emmenait dans un truc de réseau d'extrême gauche militant se faire sodomiser par René Scherrer en attendant dans la salle d'attente, vous voyez, comme s'il allait chez le dentiste ou chez le pédopsychiatre. C'est que nous on bricole avec très peu d'argent et en étant plus massacrés par le système à travers les condamnations, et que si vous voulez comparer ça avec Hollywood, c'est comme si vous comparez un Charles Leclerc avec un lance-boulette, quoi. Je veux dire, effectivement, avec un lance-boulette, on fait pas un Charles Leclerc. Donc, on fait ce qu'on peut, c'est-à-dire cette conférence aujourd'hui, voilà. Et de temps en temps, oui, par exemple, il y a des trucs qu'on diffuse, comme ça s'appelle les petits dessins animés américains, là, South Park. South Park, ils sont très bons dans la critique des paradoxes de la modernité. Et comme par hasard, c'est là d'ailleurs où la modernité est la plus avancée que la critique est la plus pertinente. Les Américains sont bien plus performants que nous. Ou d'ailleurs, nous, on est au cœur du politiquement correct le plus sordide aujourd'hui, comme on regarde Plus belle la vie, etc. On dirait du catéchisme. En fait, c'est du catéchisme inversé. Le nègre, le PD, l'arabe, tout est stéréotypé à l'extrême. Les Américains sont passés au-delà de ça depuis un moment déjà. Ils sont dans l'anti-politiquement correct, qui sont des mécanismes presque à la fois énergétiques, je dirais presque, au sens de n'oublie pas que la religion, compris radicalement, n'a pas de différence avec la magie, il faut bien le comprendre. Et nous, on est complètement sortis par la sécularisation de la religion. On ne comprend pas que c'est agir sur le réel par des procédés qui vous donneraient la capacité, sans acte physique direct, d'agir sur le réel et les autres. N'oubliez pas qu'au départ, si vous regardez l'origine de la religion, c'est ça. Et vous le retrouvez encore quand vous regardez le vaudou et ces trucs-là, effectivement. Et puis même quand vous avez un marabout dans la boîte aux lettres qui vous dit « retour d'affection, gagné au loto », etc. Enfin, vous voyez, tout ça existe à différents niveaux. Et l'air de rien, qu'est-ce qui permet l'explosion de tout ça ? Eh ben, c'est la disparition de l'Église, n'oubliez pas ça. Au sens où, à un moment donné, l'Église dit bien ce qui est de l'ordre du bien et de l'ordre du mal, et le diable existe, d'ailleurs on l'a presque supprimé, le diable, dans l'Église. Il existe, il est à combattre, il est le tentateur, il est le maître de la terre, donc il est là, il nous menace en permanence, il faut travailler pour pas qu'il nous prennent d'une certaine manière, donc il y a l'idée de séduction, etc., etc. Et on voit bien que, effectivement, ces choses dont on parle ont sans doute toujours existé, mais à mon avis, elles étaient très encadrées. Regardez, le maître du monde, saint Thomas d'Aquin, à l'époque, il est l'homme le plus puissant du monde. Il est empereur, il se retire dans un monastère. On voit bien que les types se posent la question, c'est d'ailleurs une question qui me vient comme ça. Dans le temps, il y avait la peur de la damnation. N'oubliez pas, cette peur n'existe plus aujourd'hui. C'est Fritz Lang qui disait ça, c'était assez intelligent d'ailleurs quand il avait fait M le maudit. La seule peur qu'ont les gens aujourd'hui, c'est la peur de se faire prendre et la peur du châtiment physique, de la souffrance directe. Alors que Dieu vous regarde où vous soyez. Donc il y avait quand même quelque chose de l'art de la morale qui était fondamental, c'est Dieu te voit et même si tu échappes à la justice des hommes, tu seras puni au ciel. Quelque part, on y croit encore malgré nous quand on se pose la question du bien et du mal, quand même si personne te voit, tu dis je vais quand même pas voler le truc, je vais pas faire etc. Mais toute l'idéologie matérialiste contemporaine tend à faire disparaître ces garde-fous. Et après derrière, c'est comme dirais-je quand Dieu n'est plus là pour intervenir, ni les anges,
Jovanovic est assez bon sur ce sujet, les anges gardiens, etc. Et ben le diable règne en maître, vous voyez, et avec en plus sa séduction de dire libère-toi des interdits. Qu'est-ce que c'est que cette morale de petit bourgeois? Prends ton plaisir. Cette phrase qu'on retrouve chez tous les connards, que ce soit sportif, j'ai pris beaucoup de plaisir à. Vous voyez, quand le mec il vient de courir un marathon, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est une phrase très louche. On n'est pas là. Enfin, prendre du plaisir. Réfléchissez étymologiquement et radicalement ce que ça veut dire. Hein. C'est pas participer à un effort collectif, c'est pas se rehausser, c'est pas une idée de transcendance, de sublimation, d'effort, etc. C'est j'ai pris du plaisir. Bon, on imagine quoi? Un type qui se masturbe, d'une certaine manière en douce, quoi, avec une gueule grimaçante. Et pourtant, c'est le quidtum, c'est le mot-clé de toute l'idéologie contemporaine. Tous les chanteurs, tous les acteurs, tous les sportifs te sortent cette phrase à la con, même quand ils ont gagné un match de rugby, bon, ils n'en gagnent plus en ce moment, j'ai pris du plaisir. C'est une phrase qui m'a toujours répugné, personnellement. Mais voilà, on est... Donc là, on a fait un peu le tour de tout ça. Hein. On a des procédures de cooptation, des procédures d'endurcissement, donc on a les deux, et derrière une morale qui était la morale de l'Occident, puisqu'on parle de notre monde à nous, hein, moi je ne sais pas trop ce qui se passe en Inde et en Chine, qui était finalement l'Église, qui a été incendiée totalement, et qui fait que le diable a pris un pouvoir qu'il n'avait pas auparavant, et comme toujours, le diable se déguise en autre chose, hein, évidemment, hein, et on y est, hein, on y est. Et si moi je dis ça à la télé demain, tout le monde va ricaner sur le plateau. Hein. Voilà. Alors qu'en fait, on parle de quelque chose de fondamentalement moral, politique et sérieux. Hein. Ce que je peux dire pour rajouter, avant que j'oublie, c'est que dans l'affaire des disparus de Lyon et du réseau pédophile, on va dire de droite, dans la région d'Auxerre, on a puisé beaucoup dans la DAS, c'est-à-dire les enfants qui sont un peu arriérés mentaux et sans famille, donc enfants de sous-prolétaires alcooliques, qui sont des enfants fragiles socialement et psychologiquement. Il y a beaucoup de disparitions d'enfants dans ces milieux-là, et il y a un très grand lien entre la pédophilie de réseau et les instances, malheureusement, d'assistance à l'enfance, vous voyez, d'État. On le voit en Angleterre. Il y a eu des énormes scandales en Angleterre récemment, exactement du même genre, et ça, je peux vous dire que les premières victimes de pédophilie de réseau sont souvent les enfants arriérés mentaux et sous-prolétaires qui sont laissés à la charge de l'État. D'ailleurs, Marion Sigaud écrit un livre sur la marque des enfants rouges. C'est la même chose, donc c'est récurrent. Vous voyez que ça existait déjà au XVIIIe siècle. Et c'est-à-dire des enfants fragilisés. Donc, dans la mondialisation actuelle, avec le déferlement d'enfants du tiers-monde, sans papier d'identité, sans contrôle, il est évident... Là, ça rejoint votre première question, même si je ne sais pas si c'est vrai ou pas ou du fantasme, c'est que y a du commerce d'êtres humains et des mafias spécialisées là-dedans, et quand on est dans des périodes de chaos social, avec des êtres qui n'ont pas d'identité, parce qu'on ne sait pas d'où ils viennent, les Érythréens, les Soudanais, etc., ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait du rapt d'enfants. Il y a aussi du trafic d'organes, hein. Il y a des scandales aussi sur... on demande pour des raisons XY l'autopsie d'une personne qui est morte et qui était une personne originaire immigrée dont on estimait qu'elle n'avait pas de famille. On ouvre le cercueil, on découvre qu'il y a des morceaux de corps qui ne sont pas d'elle et qu'en fait on a en douce piquer les organes pour les vendre, et il y a un marché de l'organe. Ce marché de l'organe, d'ailleurs, vous pouvez vérifier qu'il est essentiellement dans la main des juifs, et notamment des juifs rabbiniques, hein, parce que la loi juive autorise totalement les pièces détachées goy, hein, et que là, vous pouvez rebondir jusqu'à Kouchner et le Kosovo. Hein. Rappelez-vous, Kouchner avec l'affaire de la Maison Jaune, et des soldats, comment dirais-je, serbes, à qui on piquait des reins et des trucs comme ça. La communauté est jamais très loin, hein, de tout ça, hein, la communauté de lumière, là, dont on n'a pas le droit de parler. Et il est évident que quand une société se disloque à tous les niveaux, ça favorise toutes les prédations, tout le mal, etc. Alors après, sur le tarif des gosses, ce qui est sûr, c'est que les enfants de bonne famille qui, comme le petit Branco, ont fait leurs études à l'école alsacienne, ils ont peu de chance d'être raptés par des pédophiles, sauf s'ils sont volontaires parce qu'ils ont aimé partouzer avec Descoings. Rappelez-vous Richard Descoings, qui est quand même le menteur du petit Branco, qui m'a fait chasser, rappelez-vous, de Sciences Po par les flics. Lui, il est mort d'une overdose de produits stupéfiants dans un hôtel new-yorkais, alors qu'il avait commandé sur un site internet 2 partouzards homosexuels, qui d'ailleurs, quand ils l'ont vu faire une crise cardiaque, se sont sauvés et ont jeté l'ordinateur par la fenêtre. Ça l'a pas empêché d'être enterré en grande pompe à Saint-Sulpice avec tous les élites de l'État français. Hein, voilà, j'y étais. Sur Internet, très intéressant. C'est par Instagram, les Émiratis, là, les Bédouins milliardaires,
qui achètent des bimbos, là, vous savez, qui sont les mêmes qu'on voit dans les émissions de télé-réalité. C'est que de la prostitution, hein, les trucs, les anges, etc., etc. Et où ils négocient pour 15 jours, en général c'est dans les Émirats, des protocoles de sexualité d'une violence. Vous l'avez vu ou pas? Et les mecs négocient le tarif pour leur chier dessus, les faire baiser par leurs chameaux, etc., etc. C'est horrible. Or, il y a quand même des filles qui négocient tout ça et qui y vont et qui reviennent le sourire aux lèvres en montrant les photos vachement belles des centres commerciaux, etc., etc. Je veux dire, on est quand même là dans une réalité pratique où il est très difficile de retrouver ses repères moraux par rapport aux injonctions du corps, par rapport aux mensonges, au désir de transgression. Il y a une phrase très simple, que qui bande n'a pas de conscience, par exemple, vous voyez. Et il faut avoir l'honnêteté d'accepter déjà tout ça pour soi, vous voyez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a effectivement des signaux qui s'allument, hein, le surmoi, la morale, la peur aussi, peut-être d'ailleurs de la morale publique, hein, qui fait qu'il y a des choses que vous faites et des choses que vous ne faites pas. C'est un non-dit dont parlait beaucoup Céline. Dans le Nord, on fait sa puberté à 16-17 ans, plus on descend vers le Sud, plus c'est tôt. Or, la puberté, c'est le moment où la maturation s'arrête, notamment au niveau de la progression de ce qu'on appelle l'imaginaire, la fonction symbolique, etc. C'est pour ça qu'on peut imaginer qu'on a plus de chances d'être un être raffiné, intelligent, ça peut d'ailleurs donner des perversités, quand on fait sa puberté plutôt tard que tôt, vous voyez, parce que quand on a la puberté, c'est tout s'arrête. Et en Sicile, les filles font leur puberté à 9 ans et les garçons à 11 ans. Moi, j'ai fait ma puberté à 16 ans, vous voyez, et les filles, c'est plutôt chez nous 14 ans, vous voyez, mais il y a des endroits... Donc déjà, il y a une relativité de la puberté qui est non seulement individuelle, mais qui est même raciale. Hein, et tout ça, c'est très gênant à dire, mais je veux dire, les peuples du Nord, scandinaves, protestants, etc., font plutôt leur puberté plus tard, en moyenne, que les peuples du Sud. Mais ça, c'est caché. Ce qui veut dire, en gros, que quand dans les écoles françaises, avec l'immigration, vous mettez des enfants ensemble, les petits blancs qui ont 12 ans, ont 12 ans. Les petits noirs qui ont 12 ans, ils en ont 16 en réalité. Et physiquement, vous voyez dans les écoles de football, c'est pour ça que Griezmann n'a pas pu faire carrière en France, parce qu'il se faisait massacrer par les blacks. Mais en Espagne, ils l'ont pris parce que les Espagnols ont un football technique, parce qu'ils n'ont pas le physique. Ils ont été les meilleurs du monde et nous, on n'a fait que baisser. On n'avait que des bourrins, des bulldozers, vous voyez. Et donc, tout ça, c'est des trucs qui se combinent. Et moi, quand j'étais en colonie de vacances, par un truc suisse qui s'appelle la Pro Juventute, c'est les Suisses à l'étranger. Alors, vous vous retrouvez. J'ai eu une histoire d'amour avec une jeune Anglaise, moitié africaine, moitié suisse, qui s'appelait... Alors, normalement, on faisait des tentes séparées, vous savez, c'est du camping. Mais comme les moniteurs baisaient en trichant eux-mêmes, ils nous laissaient tricher. Donc je me suis retrouvé dans le sac de couchage avec ma petite fiancée, Molly Lusania. Mais moi, j'avais 13-14 ans et j'étais prépubère. Donc je faisais des bisous et j'étais dans l'histoire d'amour, les fleurs, etc. Et elle me sautait sur le paf. Et j'étais absolument pas apte à comprendre ce que ça voulait dire. Et ça m'a fait peur et ça m'a terrorisé. J'ai cru qu'elle allait me manger ou que c'était du cannibalisme. Et surtout, j'y étais pas capable, quoi, je veux dire. Et donc, vous voyez, vous avez tous ces différentiels à laquelle la loi peut rien. Mais là aussi, quand vous faites de la mondialisation, qui est pas seulement économique, mais qui est aussi ethnique, et que vous mélangez des gens qui sont finalement racialement pas tout à fait les mêmes, et je vous garantis que c'est le problème qu'on a dans le 9-3 dans les écoles, où vous avez des jeunes blacks qui font déjà 1m85, 85 kg à 13 ans, face à des petits blancs qui, eux, ont 3-4 ans de différence de maturation physique et de puberté. Donc ils se font bolosser. Ils sont pas performants auprès des filles parce qu'ils ne plaisent pas aux filles puisqu'ils sont encore des bébés, et les filles se tournent vers les mecs qui ont déjà toutes, parce qu'il y a aussi la fascination qu'ont les filles pour les voyous et les mecs qui sont capables d'en étaler, hein, il y a tout ça, et ça crée des tas de problèmes que la sociologie officielle ne veut pas traiter, parce que ça parle de différences raciales, ça passe donc les conséquences que ça a sur la fonction symbolique, sur la maturité, etc., les histoires de violence, etc. Hein, et ça, si vous vérifiez les problèmes des banlieues et des écoles, etc., il y a vachement ça, et c'est peut-être la première fois que vous en entendez parler. Hein. Et moi, je l'ai vécu inversé, je vous dis, simplement parce que j'étais dans un truc trans-race et trans-nation, et je me suis retrouvé en colonie de vacances avec, je veux dire, une amourette avec une fille qui avait mon âge, exactement, mais qui avait, à mon avis, une maturité sexuelle, il y avait un différentiel de 2-3 ans. Vous savez très bien qu'à cet âge-là, 6 mois, c'est déjà beaucoup. Hein. Quand vous avez 9 ans, vous dites j'ai 9 ans et 1 mois, 9 ans et 2 mois, vous voyez. À 1 an, c'est déjà beaucoup, c'est une classe, vous voyez. Donc s'il avait un différentiel d'1 an au niveau de la maturation sexuelle, ça peut poser des tas de problèmes dans les deux sens. D'incompréhension, de filles, par exemple, de petites françaises de base, qui va faire sa puberté à 15 ans, et qui à 13 ans est amoureuse du black qui joue bien au basket, etc., qui lui a le même âge que lui, mais lui est déjà un adulte sexuel.
tuer. Et dans leur amourette, il va se passer quelque chose de dramatique, parce que lui, finalement, vit son amour à son niveau, et elle ne peut pas le vivre au même niveau, vous voyez. Et ces problèmes sont... c'est peut-être pas pour rien que des groupes ethniques et culturels et religieux cohérents posent quand même moins de problèmes que tous ces mélanges dont on nous montre jamais que le métissage positif. Hein, vous avez remarqué, jamais le métissage négatif, évidemment. Et il y a évidemment les deux, et le négatif est totalement caché par l'idéologie dominante. Il suffit de regarder Plus belle la vie, vous verrez que vous n'avez jamais ce genre de problème dans les feuilletons, genre Plus belle la vie, où il y a effectivement le noir, l'arabe, le PD, celui qui a de moins en moins, c'est l'hétéro blanc. Hein, lui, parce que lui, forcément, soupçonné de crypto-fascisme, forcément. Voilà. La thématique d'un truc, c'est qu'aujourd'hui, on s'extasie parce qu'un bourgeois intellectuel ose renouer, en apparence au moins, avec sa mission historique, qui est la défense de la veuve et de l'orphelin, qui d'ailleurs prenait le relais de la chevalerie chrétienne, puisqu'on est dans le catholicisme zombie, comme l'a très bien dit Todd, où la morale de l'intellectuel notamment, c'est pas de se mettre au service des puissants, ça donne effectivement tous les conseillers qu'on a autour des politiques aujourd'hui, les types qui ont fait des grandes études, pour optimiser la prédation et optimiser la domination et le mensonge. Et alors que traditionnellement, on disait que l'intellectuel respectable, bah, c'est dans Victor Hugo au niveau populaire, ça commence avec Jean-Jacques Rousseau comme figure majeure, c'est de défendre ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre. Vous voyez. D'ailleurs, Maître Viguier, qui est allé chercher un peu plus loin et qui a poursuivi sa mission un peu plus loin, et risque d'être rayé du barreau. C'est le message qui lui a été envoyé, qui a été envoyé aux autres avocats. Il est co-condamné avec son, comment on appelle ça, son client, parce qu'en fait, il l'a défendu. Il l'a défendu en lui disant comment dirais-je, de plaider non, pas coupable, de plaider non coupable. Alors qu'en fait, il aurait dû, ce que le message qu'on nous envoie à tous, c'est qu'il aurait dû, s'il acceptait de me défendre, me pousser à plaider coupable. Vous voyez ? Donc là, on est bien quand même dans une destruction totale. La preuve, c'est que cette réunion qu'on tient, il était possible que je sois arrêté. Il y a un mandat d'arrêt contre moi dont on ne sait pas s'il est exécutoire ou exécutoire. Donc, pour faire ce travail ici, qui est quand même un travail de morale publique, de bon sens, il ne me semble pas qu'on ait dit des monstruosités et qu'on ait été des satanistes. En réalité, je suis quand même sous le coup d'un emprisonnement de 5 ans, hein, je vous signale. J'ai déjà 3 ans de sursis, 2 ans et 9 mois de sursis, 1 an de prison ferme qui doit être confirmé en 2e instance, et 1 an de prison ferme déjà prononcé avec mandat d'arrêt en 1re instance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je peux me prendre immédiatement 2 ans de prison et ça fera sauter 3 ans de sursis. Donc je suis virtuellement, c'est le message que m'envoie le Jakubowicz, hein, parce que c'est comme le prochain procès, il est face à moi, hein, avec Klugman et Malka. Hein, et là, il n'y a pas effectivement ni Pinault ni Arnaud, ça c'est pour répondre à Branco, mais on a bien Klugman, Jacu et Malka, hein, qui sont face à moi, et à un moment donné, leur but à eux, c'est de me foutre au minimum 5 ans en tôle, hein, voilà, pour avoir essayé de maintenir une tradition française on va dire, intellectualo-moral, quoi, parce que il me semble que c'est ce qu'on fait devant vous. Et ça, le journaliste qui n'a pas signé son article du journal dont j'ai oublié le nom volontairement, là, Les Nouvelles d'Alsace, sur le site où c'était d'ailleurs, les commentaires étaient fermés, comme quoi ils sont pas sûrs de machin, il nous a traités tous les deux de repris de justice. Et il s'est étonné, ironiquement, tellement c'est un crétin, qu'un repris de justice, qui est quand même docteur en droit, puisse prétendre donner une conférence sur le droit. Vous voyez, vous êtes repris de justice, vous n'avez plus le droit de faire du droit. Je veux dire, il y a d'exemples d'avocats qui ont été aussi repris de justice, il y en a plein les livres d'histoire. Hein. Voilà. Et pour vous dire le niveau d'effondrement dans lequel on est, quoi. Voilà. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup.